Bon, et bien aujourd'hui, on reçoit Ralen Miloudi, ancien braqueur, multirécidiviste, qui a vécu la cavale, les braquages de banques, les braquages de fourgons à main armée, les échanges de tirs avec la police, avec une enfance battue, déracinée, forgée par la violence et la rue. Il bascule du coup très tôt dans les braquages comme mode de survie et de revanche. C'est en prison, au bord du suicide, qu'il trouve une issue inattendue, la poésie, l'écriture et la transmission. On vous parlera du livre qu'il a écrit juste après, mais d'abord on va laisser la parole à toi, Khaled. Je suis né dans le fracas de la guerre d'Algérie. Ouais. Mes premiers souvenirs d'enfance, c'était des coups de feu qu'on entendait et que ma mère venait nous chercher pour nous descendre à la cave. On restait 3-4 jours comme ça sur des pots de mouton avec quelques vivres. Et après ces années noires, on est arrivé en France, j'avais 6 ans. Ok. On a été interné dans un camp qui s'appelle le camp de Rivesaltes, qui est devenu un mémorial maintenant que les lycéens, les collégiens vont visiter, un peu comme Auschwitz, comme les camps de la mort. Et après de multiples déménagements, parce que mon père, paix à son âme, est resté bloqué un peu, il souffrait du syndrome post-seconde guerre mondiale. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de cellule psychologique et Ouais. analphabète. Il s'était engagé à 17 ans, l'armée c'était sa seconde famille, et tout tournait autour de l'armée, notre hygiène, notre éducation. Et violent envers la maman aussi, violence intrafamiliale très tôt aussi. Et puis D'accord. après une vingtaine de déménagements successifs, qui dit déménagement, difficulté pour l'apprentissage de la langue française, on change d'école, on change de tout, de copains, de copines. Donc déracinement à chaque fois. Et puis Ok. très tôt, à l'âge de 10 ans et demi, placé par un juge par un juge pour enfants. À l'époque, ça s'appelait l'ADAS. Aujourd'hui, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. À l'époque, c'était l'ADAS. Suite D'accord. à des fractures que j'avais, que je taisais, puisque jamais j'ai pu dire par pudeur que mon père était violent avec moi. Et ce médecin a prévenu la juge qui m'a placé. Donc, famille d'accueil, première famille d'accueil, deuxième famille d'accueil. Ça collait pas. Et puis, mon éducateur, vraiment quelqu'un de bien, était capable de deviner un petit peu la souffrance et les larmes avant qu'elles soient versées. Il a eu une dérogation pour me mettre dans un foyer. Pas de place dans un foyer pour jeunes enfants, donc j'ai été placé dans un foyer pour adultes. Ok. Et puis un jour, j'ai ouvert très tôt, à 13 ans, j'ai ouvert la porte de la salle de boxe à Amiens. Et là, ça a été ma Déclenche. deuxième colonne vertébrale, Ok. puisque la première, c'était la violence, la deuxième, ça a été la boxe. Et la boxe, bien sûr, avec ses valeurs, avec ses souffrances, avec son école, hein. C'était un petit peu déjà le petit traité des grandes vertus d'Albert Comte-Sponville, hein. D'accord, ouais. Hein, la solidarité, l'effort, la rigueur, la ponctualité. C'est sûr que c'est énormément de valeur, hein, la boxe. Ah, énormément, ouais. Et puis, bien sûr, tu gagnes en confiance en toi Ouais. Puis tu te défoules aussi. bien sûr, c'est un Pourtant, exutoire c'est un exutoire, voilà. incroyable, mais bien sûr, ça permet, d'autant que j'avais pas mal de rage et de haine en moi à déverser. Bien sûr, ouais. Et puis après l'école de la rue, donc les premiers vols, vraiment, c'était de la délinquance alimentaire, hein. Après les premiers vols pour manger, puisque voilà, j'étais livré à moi-même, hein, D'accord. dans l'école de la rue. Je me suis engagé dans la marine à l'âge de 14 ans. Je suis parti Ah à oui, à l'école, 14 ans à l'époque, on pouvait s'engager dans la marine. bien sûr, à l'école des Mousses. Oh. Je suis parti à 14 ans sur le porte-hélicoptère, le Jeanne d'Arc, à Brest. D'accord. J'y suis resté un an en espérant voyager. Je rêvais de voyage, de belles naïades, d'eau turquoise. Et en fin de compte, j'ai passé un an à sticker le pont du bateau Ah ouais, moins sympa. et les cales du bateau. Au bout d'un an, je me suis désisté. Je suis revenu à Amiens. Et puis là, j'ai repris la délinquance, la boxe. Ouais. J'étais très bon, j'aurais pu en faire. Voilà, j'aurais pu être. Ouais, la compétition. Bien sûr, j'ai fait 26 combats quand même. Ah ouais. Et suite à ça, je me suis engagé, j'ai devancé mon appel, j'ai fait mon service militaire parce que je voulais absolument passer mon permis de conduire. N'ayant pas d'argent, j'ai devancé mon appel, j'ai fait mon service militaire dans le génie. Ok. Et, et donc j'ai effectué mon service militaire. J'ai fait du rap déjà là-bas, j'ai fait 3 mois de rap, j'ai fait 15 mois au lieu de faire 12 mois. Par rapport à des bagarres, par rapport à des refus d'obéir. J'avais une copine pour son anniversaire, j'ai volé la voiture du capitaine et je suis parti la rejoindre. On est parti en boîte de nuit avec la 404 break bâchée du capitaine. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai fait des arrêts de rigueur déjà à l'époque.
Ah ouais, Et- j'imagine, là, ça peut pas être bien bon. Arrêt de rigueur, bon, c'est la prison, sauf que la prison, c'est complètement différent de ce que j'ai connu après. Oui, C'est des barreaux et des grillages qui à la fenêtre, et puis on t'enferme avec un cadenas. ouais, Et dans puis ta... j'ai des potes qui avaient la clé, donc ils venaient en loosé me ravitailler en bière et en Ah sandwich. ouais, Mais étonnamment, dans cette pièce-là, il y avait un bouquin par terre qui trônait, c'était Papillon. La vie d'Henri Charrière, tu sais, un ancien bagnard. je connais pas spécialement, mais... Un pavé comme ça, et que j'ai lu une seule traite, et je me suis reconnu un petit peu. Ah ouais, ok. Et bah, bien sûr, je t'ai passé un petit peu les endroits où j'étais enfermé quand j'étais plus jeune, dans des caves, dans des KGB, et où j'ai découvert la lecture justement. Dans une cave, j'ai passé 6 mois dans cette cave et j'ai découvert la lecture. Je récupérais des bouquins à la bibliothèque et je lisais tout ce qui me passait par la main. Donc les John Steinbeck, les Jack London, les Jules Ah Verne, ouais, les Jules Verne, les Ernest Hemingway. Et puis bah dis après, donc. après l'armée, je suis revenu sur Amiens. Et puis un soir, un pote m'invite en boîte à Paris. On monte en boîte à Paris. On passe une super soirée, 4 heures du matin, on rentre. Et puis on se fait bousculer par deux gars BCBG sur le trottoir. Ouais. Et là, je leur demande des excuses en bonne et due forme. Et en guise d'excuses, j'ai un chapelet d'un jeu raciste. Ah ouais. Et à cette époque-là, bah, Donc là, t'as 18 ans, là. j'ai Les 18 ans en boîte de nuit. j'ai 18 ans et demi, ouais. Ok. Et du coup, je frappe le premier, le deuxième se met en courir, je le rattrape, je cogne le deuxième. Et pendant que je connais le deuxième, une escouade de policiers passe, ils m'attrapent, ils me ceinturent, me notent, je suis en garde à vue. Ouais. Donc je pensais vraiment qu'après la garde à vue, on allait me relâcher. En fin de compte, après la garde à vue, donc passage à tabac. Pour la première fois, j'ai connu Ah le ouais, passage à donc tabac. ils t'ont cassé la gueule Ils m'ont- pendant la garde à vue. Ah ouais. Pendant la garde à vue, ils m'ont tapé, j'avais les menottes dans le dos. Ah J'étais oui. à moitié à poil par terre. Ils m'ont refusé les toilettes. J'ai été obligé de pisser par terre, comme un chien. Donc tu vois un peu la rancœur après, c'est avec les policiers, tu vois, Ah ouais. avec l'uniforme. Ouais, c'est sûr. Et 48 heures après, je me retrouve devant la 23e chambre du TGI de Paris. Ah oui, c'était rapidos, comparution immédiate, quoi. Ouais, 48 heures. Aïe, aïe, aïe. Et sur un ton monocorde, la présidente m'annonce, en quelques minutes, m'annonce 1 an de prison ferme, Ouf. avec mandat de dépôt. Donc, Ah ouais, ça attaque bien, là. D'entrée, là, 18 ans. Pam. ouais. Et du coup, bah, j'ai pas compris sur le coup, donc je suis resté debout et les gardes mobiles me tiraient, puisqu'à l'époque c'était les gardes mobiles. Les gardes mobiles me tiraient, les CRS, les gendarmes, excuse-moi. Ouais. Et puis, arrivé au dépôt, 48 heures au dépôt. Et puis, il y a un gendarme qui m'annonce qu'à minuit, le bus arrive pour Fleury-Mérogis. Wow, ouais. Donc, j'ai pas voulu rentrer. Ils ont été obligés d'utiliser la force pour me faire rentrer dans le panier à salade, tu sais. Ouais, ouais. C'était pas le même que celui que j'avais connu. Voilà, c'était un vrai panier à salade. On était une cinquantaine dedans. Et on est parti à Fleury-Mérogis, tu sais, la plus grande prison d'Europe, hein. Bien sûr. Une ogresse qui demande toujours son lot d'hommes, hein. Ouais. Et arrivé là-bas, ben voilà, pour la première Ah, fois, tu tombes chez les grands, là. es un numéro d'écrou, hein, t'es plus un être humain, hein. Ouais. La première chose qu'on te demande, on te fout à poil, on t'ausculte, Putain. on te donne des affaires, puisqu'à l'époque, la prison, ben voilà, on avait tous des tenues, Ah oui, c'était tout le monde dans la même tenue, ouais. on avait des drogués, ouais. Ah ouais. Et mise en cellule. Et en cellule, j'étais tout seul, donc je demande au surveillant que je souhaite rester tout seul. Ouais. Mais au dépôt, j'avais rencontré un toxicomane qui se faisait malmener par 2-3 malabars, tu sais. Parce que voilà, il n'y avait qu'un banc et il fallait faire de la place et jouer des coudes pour avoir de la place. Donc j'ai pris ses patins, hein, j'ai cogné déjà dans le dépôt, hein, j'ai cogné le grand malabar. Je l'ai Ah cogné ouais. parce que tout petit, depuis mon enfance, hein, depuis très tôt, je me suis toujours élevé, battu contre toute forme d'injustice, surtout sous mes yeux. C'est-à-dire que la loi du plus fort devant moi, elle ne fonctionnait pas, même quand ça ne me regardait pas au péril de ma vie. Il n'y a aucune prétention, mais Non, bien sûr. les cicatrices et les gens qui me connaissent depuis Bien 40 sûr. ans peuvent te le confirmer. Et du coup, voilà, j'ai frappé, je me suis occupé de ce toxicomane. Je savais même pas ce que c'était qu'un toxicomane parce que j'avais jamais bercé dans la Ouais, gamme puis tu ni prenais dans pas la de drogue. drogue, tu vois. Et comme par hasard, à minuit, la porte elle s'ouvre et c'est lui que je retrouve là dans la cellule. C'est lui, le mec que j'ai pris ses patins dans la garde. Mais non, d'accord, délire. Mohamed, il s'appelait Momo, paix à son âme, parce qu'il est mort d'une overdose beaucoup plus tard après. Ouf. Mais j'ai pas été impressionné par la prison, par la cellule, parce que la cellule, en fin de compte, c'était un peu l'endroit où le KGB ou les caves où j'avais l'habitude de me faire Ouais. enfermer par mon père pendant plusieurs mois. Donc, si tu veux, j'ai pas été impressionné, à part les barreaux qu'il y avait, c'était un lit, une chaise, une table. Pas du tout impressionné.
Et donc le lendemain, je descends en promenade. On est plus de 300 à tourner en rond dans la promenade, tous habillés pareil. Tu sais, on tourne tous en cercle, un Bien peu sûr, comme, ouais. comme dans Vol au-dessus d'un nid de coco Ouais, avec Jack bien sûr, Nicholson, comme tu dans les vois. films, quoi. Ouais. Et là, bah, tu te rends compte que voilà, il va falloir faire sa place, hein. Tout le monde te regarde, tout le monde t'épie pour essayer de trouver, déceler un peu de faiblesse pour impressionner. Et bon, j'étais pas le genre à me laisser impressionner. Et j'ai vu deux, trois personnes se faire charcler. À l'époque, c'était des brosses à dents avec des lames à rasoir, tu sais, qu'on faisait fondre sur Ouais. la brosse à dents. Et, et puis là, comme j'étais boxeur, je faisais énormément de sport. Les anciens sont venus vers moi, m'ont demandé des cours de boxe, donc je leur donnais des cours de boxe. Ouais. Une initiation à la boxe, on faisait le sport ensemble. Ils ont vu que j'étais un fou furieux, déterminé, courageux, vaillant, sportif. Et puis bah, régulièrement, on bloquait la promenade. À l'époque, c'était les CRS qui venaient, maintenant c'est les ERIS, les cagoulés, mais à l'époque, c'était les CRS. Ok. Pour nous faire remonter, à chaque fois qu'on entendait parler qu'un co-détenu s'était fait massacrer au mitard, on bloquait la promenade. Donc bah, cette année-là, elle a été émaillée d'incidents, refus de promenade, mitard. J'ai fait pas mal de quartiers disciplinaires. Et au bout de 6 mois, mes co-détenus m'ont dit il faut que tu fasses appel. Donc j'avais fait appel de la décision en espérant que ça allait baisser. Et en fin de compte, quand je suis repassé au bout de 6 mois et demi, j'ai été condamné à 18 mois de prison ferme. C'est-à-dire qu'on m'a aggravé ma peine de 6 mois. Waouh. Ouais, donc du coup, première peine, 18 an. mois de prison, quoi. 1 an et 18 mois. Ah, c'est Pour une bagarre. pour une bagarre. Et Ah. le chef d'inculpation sur mon mandat de dépôt, c'était marqué voie de fait sur la voie publique. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc un truc vraiment en plus de merde, quoi. Bah, j'avais des co-détenus qui m'avaient conseillé de faire appel. Eux, ils étaient là pour des outrages et des bagarres avec des condés. Et ils avaient pris 3-4 mois Wow. sur la région. Ah ouais, ils ont fait un exemple, quoi, en fait, de Raled. Ouais, j'avais été traité de vilain, Un petit canard. vilain canard boiteux, ouais, de la famille. Et, Ah ouais. et ça s'est passé à 3h du matin. Ils ont expédié ça. On était 4-5 à passer. On a pris les 4-5, une addition. Donc, Ah ouais, d'accord, ok. ouais, ça se passait. C'était l'usine, hein, quelque part, hein. Aucune enquête sociale, hein, tu t'en doutes. Hein. C'est pour ça que, à cette époque-là, j'avais plus besoin d'une main tendue de la part de l'institution judiciaire que d'une mise en prison dans une prison comme Fleury-Mérogis, tu vois. Est-ce que quand on grandit dans la violence, est-ce qu'on devient un braqueur par choix ou par fatalité? Donc, un peu. Ouais. Bah, par choix, je sais pas. Disons que dès l'aube de nos vies, il se passe des choses qui peuvent avoir une répercussion plus tard sur notre comportement, sur nos choix, sur notre vie, quoi, sur notre parcours de vie. Ouais, dès l'enfance, moi je pense que dès l'enfance, c'est Voilà, des j'ai choses qui. connu la violence. La plus grande violence que j'ai connue, moi, c'est celle de ma mère. C'est celle que ma mère a reçue. Avant même de parler de la mienne, parce que moi je suis un bonhomme, et puis voilà, c'est derrière moi, j'ai fait un travail sur moi, mon Bien père, sûr. je lui ai pardonné, j'ai compris pourquoi plus tard, pourquoi il pensait que c'était en frappant son fils qu'il allait en faire quelqu'un de bien, qu'il allait le faire grandir comme un tuteur. Et en fin de compte, non, j'ai compris, j'ai pas reproduit ça avec mes enfants, et j'ai compris des choses que je sais très bien aujourd'hui que c'est pas par la violence qu'on peut éduquer un enfant, tu vois, Ouais, bien sûr. ou le ramener sur le droit chemin. Je pense aussi, ouais. Et très tôt, voilà, la violence à la maison, la violence sur moi, et puis bien sûr l'initiation aux armes. On était réveillés à 6h du matin au clairon, il fallait que le lit soit fait au carré, on avait 5 minutes pour se doucher, ils vérifiaient notre hygiène, les ongles, les oreilles. Enfin voilà, tout le monde y passait. Ma mère aussi devait apprendre à se défendre. Elle avait un filet avec un journal et une bouteille à l'intérieur, parce que même mes sœurs, il fallait qu'elles apprennent à se défendre, parce qu'on a fait des bagarres de famille contre famille, hein. Mon père faisait des guet-apens à des voisins, et on arrivait à 3h du matin, mon père frappait le bonhomme. Nous, Mais non. Bah, oui, si tu lis mon livre, tu verras, et c'est pas du pipeau, quoi, c'est la réalité. Donc du coup, quand tu grandis avec ça, oui, on faisait des opérations coup de poing chez les voisins, parce que mon père, traumatisé, pensait que le voisin allait lui faire un guet-apens, et voilà, son âme de guerrier disait que ben, voilà, il fallait le faire le premier, le guet-apens, tu vois. Donc voilà, et d'où ces déménagements, parce que les vingtaines de déménagements, tu m'as posé la question, Ouais. c'était parce que mon père était violent avec les voisins, avec ma mère, avec moi, mais aussi avec les voisins, hein. Il suffisait qu'un voisin un jour lui dise pas bonjour pour que mon père interprète ça comme une défiance, quoi, quelque part, une déclaration de guerre en bonne et due forme, quoi. Ça allait jusque-là, tu vois.
Et souvent, ma mère a sauvé la vie au voisin au péril de sa vie parce que quand il était parti dans cette colère-là, dans cette rage, quand Il y il a est rien qui l'arrêtait, rebuté quoi. comme un volcan, sa lave, il pouvait tuer ma mère et il pouvait me tuer aussi, il pouvait tuer la personne qui était en train de frapper parce que bah, il frappait à la tempe, il frappait à la gorge, il frappait pas, Ah ouais. c'était pas les genoux ni les coudes quoi. Et du coup voilà, très tôt j'ai été initié aux Ouais. armes, très tôt j'ai encaissé donc j'ai connu quand je dis que j'ai pas eu d'enfance, voilà, c'est pas du pipeau quoi. Ouais, c'est des vrais mots. J'ai vraiment pas eu d'enfance, tu vois. J'étais dans le manque, dans les carences affectives, j'étais tout le temps en train de souffrir, j'étais à la rue quoi, j'étais livré à moi-même, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis ma mère me manquait, mes sœurs, mes frères, j'ai pas eu de famille quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si tu veux, autant pendant cette période-là d'enfance et d'adolescence, j'étais j'étais une victime hein, quelque part. Je crois que dans cette période-là de ma vie, très tôt, j'ai développé des instincts de survie et de conservation au-dessus de la moyenne. J'en suis persuadé puisque c'est comme ça que j'ai pu toucher la résilience, c'est comme ça que j'ai pu surmonter les nuits que j'ai passées dans le froid avec un demi-bol d'eau et un pain sec comme pour 24 heures, tu vois, Ouais. que j'ai pu à l'armée pendant l'année où j'ai passé à la marine. Mes potes, le week-end, ils partaient dans leur famille. Moi, je restais à la caserne, tu vois, avec les anciens. Ah ouais. J'ai passé des nuits dehors, j'ai connu le froid, j'ai connu la faim, j'ai connu le manque, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, ça m'a endurci. Et sur le ring, c'est pour ça que je voilà, Ouais, que j'étais que un t'envoyais du puncher. lourd, quoi. Ouais, que j'étais un puncher parce que j'avais pas peur des coups. J'avais été très tôt habitué aux coups et ça fait que voilà, je pouvais m'en prendre. Quand j'avais 15 ans, j'allais en boîte de nuit, on me refusait l'entrée et je mettais une droite au videur. Donc Ah quelque ouais. part, ouais. Et puis, Ah ouais, t'es déjà bien chaud, déjà. mais ça, si tu veux, c'était ancré en moi par rapport à tout ce que j'ai vécu. Tu vois, la guerre d'Algérie, l'exil, la barrière de la langue, la violence intrafamiliale, tous ces moments de ma vie qui ont fait que je me suis endurci. Et puis Ah dans ouais. cette prison, les anciens, ils ont vu en moi un jeune téméraire courageux. Ils m'ont pris sous leurs ailes, ils m'ont aidé à continuer puisque personne n'était au courant que j'étais en prison, j'avais pas de parloir. Ah ouais. Et à ma sortie de prison, je les ai rejoints dans un bar à Bastille qui s'appelait le Crozatier, pour les anciens qui connaissent. Et ils m'ont acheté des fringues, ils m'ont passé une petite enveloppe. Et une semaine après, je montais sur une banque avec eux. Ils m'ont pas fait de briefing parce qu'ils ont vu que j'étais OP sur toute la ligne, sportif, ponctuel, déterminé, courageux, bref. Ah ouais, donc une semaine après être sorti de prison, Une semaine directement après, t'es monté au braco avec une équipe. une semaine après, ils me proposaient le braquage d'une banque. Ils pensaient qu'ils allaient me récupérer dans un endroit que j'allais monter et aller taper, mais non, moi déjà, dans ma tête, voilà, j'avais ce côté militaire aussi en moi. Je leur ai demandé de m'amener devant la banque, j'ai préparé le chemin aussi, j'ai préparé un chemin de secours. J'avais préparé qu'un chemin et je leur ai dit, voilà, ça serait bien qu'on prenne un deuxième chemin de fuite avec une deuxième voiture. J'étais doué déjà pour organiser, tu sais, ce côté pour un peu l'orga, ouais. militaire que mon père m'avait inculqué. Wow. Et on a tapé la banque et puis voilà, les premières thunes, quand on a fadé après, j'étais dans un foyer, dans une chambre, j'ai posé les thunes comme ça sur le lit et ça faisait, tu sais, les billets, ça faisait en vrac comme ça, une montagne de thunes. Ça faisait une montagne. Et imagine le jeune que j'étais, pour la première fois, j'avais de l'argent. Et tout de suite, j'ai pensé à la machine à laver à ma mère, tu vois. Elle n'avait pas de machine à laver de linge, on était 10 à la famille, elle n'avait pas de machine à coudre. Donc c'était la première dans la cité à Amiens qui avait une machine à coudre. Et je m'en rappelle quand je venais des fois le week-end manger le couscous le dimanche. Pour l'anecdote, je voyais à la queue les voisins qui venaient le samedi dimanche avec un pull arraché, avec un pantalon arraché. Ils faisaient la queue parce qu'ils savaient que Madame Miloudi, au rez-de-chaussée, elle avait une machine à coudre Singer, tu sais, les premières. Ouais, bien sûr. Mais quel bonheur de te dire, voilà, je peux redistribuer. Alors bien sûr, j'en dépensais moi de mon côté. Hein. Oui, mais oui, j'ai compris tout de suite que, tiens, on pouvait aussi faire du bien autour de soi. Ouais, que l'argent, ça pouvait aider, pas que soi-même. Et voilà, et qu'on pouvait redistribuer. Et et j'ai toujours été généreux de ce côté-là, c'est-à-dire tout mon entourage a pu aussi profiter de l'argent. Ouais, de l'argent. Et le premier braquage, du coup, quand t'es parti, toi, t'étais dans la logistique, c'est toi qui conduisais la voiture, là. Non, pas du tout. Premier. J'ai jamais été chauffeur. J'étais braqueur. Quand on a tapé la première banque, moi, je devais faire les caisses. Ah oui, donc toi tu... Alors moi, je devais faire les caisses. Mes deux potes avaient un calibre. On devait faire les caisses. Écoute bien, ils étaient plus âgés que moi.
On devait faire les caisses, mais moi j'étais sportif, speed, tu sais, je me déplaçais comme un chat, comme un boxeur sur la pointe des pieds. Ça fait que quand je descendais de la voiture, j'étais déjà, moi, presque à l'intérieur de la banque, quand mes potes étaient derrière moi, alors qu'eux, c'était des anciens Ah ouais. et qui avaient l'habitude de taper, eux, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas, j'étais doué, t'as vu. J'étais vraiment Ouais. doué pour ça. Puis surtout, j'étais surtout déterminé. En dehors d'être doué, c'est que la détermination, tu sais, c'est ce qui fait parfois la différence, hein. Ah bah bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Quand t'as pas peur, quand t'as du sang-froid et t'es capable de gérer ton sang-froid. Et ben ce jour-là, figure-toi que le banquier, il n'était pas derrière la caisse. Il était planqué, il nous a entendu rentrer, il était planqué dans un bureau. Oh. Ça fait quand je suis arrivé, j'ai pas pu ouvrir les caisses. J'ai entendu du bruit. Je me suis dirigé dans le bureau et j'ai trouvé debout, bloqué derrière une armoire métallique. Ah ouais. Je l'ai attrapé, je l'ai ceinturé, je lui ai fait une prise, il est tombé, le coude sur la glotte. Et j'ai fouillé, il avait une paire de clés et une armoire métallique. J'ai ouvert l'armoire métallique et je cherchais un sac puisque j'avais pas de sac. Ah ouais. J'ai pris les corbeilles de poubelle, là, genre panier de basket, Ouais. là. J'ai mis les thunes dedans et je suis ressorti. Et là, mes potes, quand on l'a fadé, ils m'ont dit mais putain, comment t'as fait? J'ai entendu tac, 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 parce que sinon on serait reparti pour rien, tu vois. Ah ouais, donc taper pour rien, c'est un peu con, ouais. Et donc, du coup, on m'a offert mon premier calibre ce jour-là. Ok. Un petit 350 Magnum. D'accord. Un automatique là, ou revolver? Non, un revolver. Revolver, ok. Ouais. Et du coup, après, voilà, ils m'ont dit, toi, tu braques. Oh ouais, Et du donc coup, ça avec attaquait comme ça, quoi. Avec un ancien, ouais, ils ont vu que j'étais doué. Et puis après, pratiquement tous les 15 jours, on allait taper, tu vois. Et là, lors de ce premier braquage, c'est quoi les... Qu'est-ce qui domine vraiment là chez toi? C'est la peur, l'excitation, la colère, l'adrénaline? C'est quoi le... C'est pas la peur, c'est pas l'adrénaline non plus. C'est l'argent. C'est l'argent, ok. J'ai besoin d'argent. C'est le dénominateur, quoi. Ouais. Et en plus, je rentre dans une banque, je rentre pas chez un particulier, je rentre pas chez une vieille, je rentre pas chez un tel. Je rentre dans une banque et j'avais déjà ce côté, je te rassure, aujourd'hui je suis dans la transmission et voilà. Oui, Je on fais en pas parlera après, bien l'apologie. sûr, mais... Mais voilà, Faut passer. c'est les assurances qui payent. Ouais. Et puis moi, je n'usais pas de violence, j'avais pas besoin d'user de violence, j'étais capable d'adapter. Je te rassure, quand il fallait mettre un coup de crosse, j'étais pas le dernier à le mettre, Oui. mais seulement quand il était justifié. C'est-à-dire que j'adaptais la violence par rapport À ce qui se passe. à ce qui se passait. Tu vois, en retour, quand ça se passait bien, au contraire, je faisais partie des braqueurs voilà, j'étais satisfait après un braco que Si ça tout soit s'était bien passé. super bien passé. Je comprends. J'étais pas un fou furieux, ça m'est arrivé plus tard après de taper avec des fous furieux et ils sont plus jamais retapés avec moi parce que ils mettaient des coups de crosse un peu partout alors qu'il y avait Ah oui, pas, d'accord, alors c'est que violent, quoi. c'était pas justifié. Voilà. Une belle affaire pour moi, c'était ça. C'était tu prends la maille et puis tu rentres à la maison, t'as pas fait de blessé, t'as crossé personne. Bah ouais. Ça c'était redoudou pour moi, tu vois. Et donc du coup, là, une fois que tu avais fait ta première banque, donc là, ça a réussi, et après, du coup, ça a été le tous départ les de plein d'autres opérations bancaires. On tapait, on dépensait. Hein. T'as vu, à cette époque-là, t'as pas l'intention de mettre des sous de côté. T'es dans la vie, quoi. Ouais, t'es un t'es dans aventurier. le présent, quoi. T'es dans le présent, t'es un aventurier, t'as besoin de sous, t'as besoin de redistribuer autour de toi. Et puis tu le dépenses plus vite que tu l'as gagné. Donc, ça nous est arrivé tous les 15 jours d'aller taper une banquette. Tu vois. Ah ouais, tous les 15 jours une banque. Putain, mais dis Tous donc, les c'était 15 jours dingue. une Ah ouais. banque, une poste. Ça nous arrivait des fois d'en faire deux. On arrivait, puisqu'il y avait deux banques. Le chauffeur se ratait. Moi, je rentrais à droite. Mon pote, il rentrait à gauche. Et on tapait les deux banques. Ah On ouais. était chez nous. Rien ne nous arrêtait. Tu sais, le monde nous appartenait à cette époque-là. Dans ce mode de vie-là, t'as vraiment l'impression que le monde t'appartient. Que rien ne peut t'arrêter. Tu vois. Voilà, parce que t'es armé, t'es cagoulé. Et puis voilà, t'as cette détermination qui fait que t'as pas peur de mourir, t'as pas peur d'aller en prison. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, quoi. Tu vois, Ah ouais. par la mort. Tu vois. Ouais. Et quand t'es dans cet état des esprits, et en plus, avec l'argent, tu deviens un bonhomme. Tu t'achètes des Starco, tu t'achètes une Jaguar, tu rentres partout. Tu rentres partout, il n'y a plus de monsieur, c'est soirée privée parce que t'as une tête de rebeu. Tu vois. Ouais, En plus, ouais. t'as pas vu de photo de moi, mais j'avais la moustache, t'as vu, à la Charles Bronson. Ouais, d'accord, ok. J'étais 3-4 fois plus balèze, donc tu vois, Ah ouais. un regard noir et là on voyait mon côté rebeu, tu vois, alors qu'après avec des thunes, t'es en Starco, t'arrives. Ouais.
Donc, ils pensent quand même de faire après. tu t'achètes un statut social. C'est fou, quoi, quand tu es jeune et tu vois le regard des autres changer par rapport à ta tenue, par rapport à l'argent que tu viens de dépenser, tu vois. Bah ouais, bien sûr. C'est grisant, même un peu, tu vois, pour un jeune, tu vois. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu tapes, tu dépenses, tu tapes, tu dépenses. Et puis un jour, eh ben voilà. Et ensuite, après, tu te mets en cavale. Alors avant de me mettre en cavale, voilà, il se passe pas mal de choses. Je tape des affaires, je prends de la monnaie. Et puis un jour après une affaire, on se fait tirer dessus par les condés. Ouais. On est en voiture en règle, on a tapé l'affaire. J'ai 2 potes qui sont filoches parce qu'ils ont mal bossé, ils ont ramené les condés. Ils avaient été tapés dans l'Est et ils étaient pistés. Ah Ça ouais. fait que les condés, ils avaient le point de chute. Ils nous laissent taper. Ils nous perdent quand on va taper. Ils essayent de nous récupérer au pied-à-terre. Ils en pètent 2 à la gare. Et moi et mon pote, un de mes potes, on repart, qui est mort entre-temps, paix à son âme. On part en voiture en règle, avec le sac d'armes dans le coffre. On devait le déposer quelque part sur la route. Et puis en fin de compte, le danger n'est pas venu derrière, il est venu devant, il y avait des condés partout. Et le condé, dans sa 309 devant, s'arrête à un stop, il ouvre la porte, il sort son calibre et il envoie une cartouche sur le pare-brise. Et j'avais la ceinture, on était dans une Super 5 en règle avec le sac d'armes derrière. L'affaire, on l'a tapé le matin, il était 17h de l'après-midi. Ah ouais. Et je lui dis, baisse-toi, ils nous tirent dessus, ces enculés. Et quand on fait ça, la ceinture, elle nous bloque. Mais c'est ce qui m'a sauvé un peu, parce qu'après avoir mis la cartouche ici sur mon pote, il voulait viser le chauffeur. Le chauffeur, il n'a pas paniqué, il démarre. Donc le condé, il fait un pas de côté, et il envoie une cartouche ici, puisque c'est moi qui étais ici, tu vois. Il était sur la droite. Tu t'es pris dans la tête. Et quand je me baisse, voilà. Et en fin de compte, c'était une Super 5. Le pommeau de vitesse, c'est le pommeau de vitesse qui a pris la bastos, c'est un 357, il nous allumait, sans sommation, sans rien. Ah ouais. Et on arrive en deuxième à fond les gamelles avec cette Super 5, on arrive à gauche-droite, et on connaissait pas le quartier en plus. Hein. Gauche-droite, 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 droite. Et puis à un moment donné, je vois une espèce de regard désaffecté, je lui dis rentre dedans. Il était pas trop chaud, mais il m'écoute. Parce que là, lui, il commençait à réaliser. Autant il était acteur, qu'après il devient spectateur, il a les nerfs qui se relâchent. Ouais. Et la voiture, elle est truffée de plus de pare-brise, il y a des trous partout. Et je lui dis rentre dans le hangar. Et là, on a une incroyable, il y a quelqu'un là-haut qui veille sur nous. On rentre dans le hangar et plus on s'enfonce, plus il fait noir. Quoi. Ah ouais. On pose la voiture, on récupère les armes et les thunes. Et puis on se jette dans un fossé. Je lui dis voilà, on attend la nuit. Voir sans être vu, tu vois. Et il me dit non, on peut pas rester. Et du coup, non, on était dans un fossé. Ouais, mais là, il dit on peut pas rester là, quoi. Lui, il me dit non, on peut pas rester là. Ils vont retrouver, on entendait un peu de temps en temps des chiens, donc il pensait qu'ils allaient ramener les chiens. Ah ouais. Et du coup, il part de son côté, et en fin de compte, il fait 100 mètres sur les rails, et il revient en rampant, écorché de partout. Il me dit ouais, t'as raison, on peut pas bouger, parce qu'en plus, on avait des t-shirts blancs, et ça se voit comme un nez sur un visage, tu vois. Du coup, on est resté dans le fossé jusqu'à 22h. Et puis quand la nuit est arrivée, je lui dis t'inquiète, je te ramène à la maison. Et on s'est tapé 50 bornes à pied ce jour-là. On a réussi à arriver à une gare, on a pris un taxi, un deuxième taxi, un troisième taxi. Avec les flingues et le fric. Les thunes et nos armes. Et on est rentré à Paris comme ça. On a réussi à rentrer à Paris. Et à Gare du Nord, on tombe quoi? On tombe sur un barrage de CRS. Oh. Et là, mon pote, il est derrière moi. Et je dis non, putain, on peut pas se faire crever maintenant avec tout ce qu'on a fait, c'est pas possible. Et là, je t'ai passé les 50 kilomètres qu'on a fait à pied. Ouais, bien sûr. Mon pote n'était pas sportif. Je le portais, je le posais, je le portais, je le posais. Des fois, il n'y avait personne. Des fois, tu avais des pavillons et les chiens, dès qu'ils entendent du bruit, ils se mettaient à aboyer. Donc, ça a été une nuit de guerre, quoi. Ouais, une nuit de guerre. Et les condés, ils en parlent, hein, ils s'en rappellent de ça. Il y a les hélicoptères, il y avait les gendarmeries, il y avait l'OCRB, il y avait la BRB, il y avait le SRPJ de Lille. Et il y avait le SRPJ de Nancy, puisque ces enfoirés là, qui avaient tapé, qui avaient mal bossé, c'était à Nancy qu'ils avaient tapé, donc on avait le SRPJ de Nancy aussi. Ah ouais. Donc il y avait du monde, on avait du monde sur les côtes. On est rentré à la maison et ma cavale a duré 4 piges. Ah ouais. 4 piges et 4 mois, ouais. Ah ouais, donc, d'accord, ouais. Ah, donc qui dit cavale en plus, dit argent, planque. À ce moment-là, du coup, comment ça se passe? Parce que du coup, tu te dis pas, je pars à l'étranger. Souvent, ça, quand on voit à la télé, il y a des gens qui sont en cavale et qui restent en France. Et là, est-ce que c'est Okay. c'est pas plus facile de partir à Non, l'étranger? mais c'est une bonne question. Pour partir à l'étranger, il te faut un passeport. D'accord? Ouais. Un passeport, tu le fais pas du jour au lendemain. Un faux, tu veux dire? Un faux passeport? Bien sûr, un vrai faux passeport.
Ah oui. Il faut que tu trouves un faussaire, un bon faussaire. Il faut que ça soit super bien fait. Pareil pour ta carte d'identité, pareil pour ton permis de conduire. Ah oui. Il faut trouver, donc ça c'est de bouche à oreille, tu fais toucher, tu peux pas faire toucher n'importe qui parce que tu es en cavale. Il faut vraiment que ça soit un mec sûr. Parce que ben voilà, des balances, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Il y en aura demain, ouais. Voilà. Et, Ah ouais. et du coup, je suis resté, J'ai jamais je suis pensé à resté dans un appartement chez l'ami d'une amie d'une amie. Ça veut dire il faut qu'il y ait aucun lien avec toi. Quand tu vas ton pied à terre, il faut qu'il y ait aucun lien avec toi, que les condés ne puissent pas remonter cette adresse-là, Ok. cet endroit-là. Donc, en général, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu connais pas et qu'on vient de te présenter à l'instant. Ah ouais. Tu vois? Ah, j'ai capté. Donc, l'ami d'une amie d'une amie d'une amie, une meuf, et je me retrouve chez elle. Donc, je lui dis voilà, tu ouvres à personne, je paye tout, je m'occupe de tout. Elle avait 2 gamins, j'avais la chambre du fond. Je lui dis je m'occupe de tout. Et surtout, elle savait que si ça sonne à la porte, ben voilà, c'est moi qui allais regarder à l'œil de bœuf, tu vois. Ok. Alors, petite anecdote, hein, j'en ai même écrit des nouvelles. Hein. Tu attendais du monde, je crois que c'est les Condés. Écoute bien, un dimanche, ça sonne. Et je vais voir. Et elle avait du parquet, donc ça craque un peu quand tu t'approches de la porte. Là, ça faisait quoi? Ça faisait une piche que j'étais en cavale. 7-8 mois, une piche que j'étais en cavale. J'avais pas encore les papiers. Je regarde à l'œil de bœuf, je vois une tête de Condé, je me dis, ça c'est en civil, hein. Mais vu la tête, je me dis Condé, à côté, qu'est-ce que je vois? Un serrurier habillé en bleu avec la casquette, et puis tu sais, la caisse à outils la qu'ils caisse ont à outils, ouais. pour ouvrir la porte au cas où, tu vois. Et je retourne sur mes pas, je lui dis, à l'oreille. Elle me dit, oui, c'est pas la première fois, je crois que, parce qu'elle venait de se séparer, et son ex faisait des chèques sans provision. Ok, d'accord. Donc il venait pour faire une saisie, puisque le divorce n'avait pas été encore... Ok. Et là, au 4e étage, je regarde par la fenêtre, impossible de sauter. Il y avait des peupliers en face, mais trop loin, même un Yamakasi aurait été incapable de faire le plongeon. Tu vois. Et elle me dit, va te cacher dans le placard de la salle de bain, François. Ma parole d'homme. Hein. Ah ouais. Je prends mon calibre, j'ai mon calibre sur moi, il a mort dans l'âme, qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi, dans ma tête, je me dis, de toute façon, pour me péter, de toute façon, il était tout seul commissaire de police. Oui. Et Donc au pire, tu aurais pu lui casser la gueule. Au pire, si je faisais une sortie en force, tu vois. Ouais. Je le braquais et tout. Et du coup, bon, comme il y a des gamins dans la maison, elle est là, ça peut pas, tu vois. Ouais, fais attention quand même. Je vais dans le placard. Un placard en formica. T'as vu qu'il fait du bruit un peu. Ok. Je me mets dans le placard, j'arrive à la Houdini à me contorsionner, le calibre à la main, et je me mets dans le placard. Et il y avait 3 meufs ce jour-là. Il y avait mon ex, il y avait ma meuf qui m'hébergeait, et il y avait une autre meuf qui était là. Et c'était un samedi, excuse-moi, c'était un samedi matin. Et le samedi soir, de temps en temps, ça m'arrivait, depuis 2-3 mois, le samedi soir, je me permettais une sortie dans un piano-bar. Je montais derrière, j'avais une meuf de chaque côté, une meuf là, une meuf là. Et donc, si tu veux, pour les contrôles, c'était roue-doudou, quoi, tu vois. Ouais. Je conduisais pas, sinon c'était en taxi. Et là, c'était prévu qu'on fasse une java le soir. Mais les meufs, elles étaient tétanisées, tu vois. Alors qu'elles étaient bavardes, plus de son, plus d'images quand le huissier sont rentrés. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, le huissier? Il listait tout ce qu'il pouvait saisir, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, il faisait les chambres une par une par une. Et heureusement, il y en a une qui a assuré grave, et c'est devenue ma maîtresse après. Elle a compris que ça faisait un peu de bruit, qu'à un moment donné, ils allaient rentrer dans la salle de bain. Sauf que celle qui m'hébergeait, elle savait qu'on ne peut pas saisir la machine à laver, on ne peut pas saisir la cuisinière, le frigo, tu sais, toutes les choses vitales, ouais, bien sûr. Nécessaires pour le foyer. Pour le foyer, ouais. Et du coup, elle se lève, elle met la musique. C'était un air de samba brésilienne. Parce que tu vois, ça permettait, moi, quand je bougeais à peine un peu. Ouais, de pas qu'on l'entende. Putain, le placard en formica, tu sais, il était comme ça. Le formica, c'est de la merde. Ouais. Un peu. Alors, je te dis pas, et en plus, moi, je l'entendais résonner comme un carillon un jour saint, tu t'en doutes, tu vois. Et du coup, elle met la musique, donc déjà, cool. Donc, elle subit plus, elle réagit, tu vois. C'est une meuf pour moi, ça, tu vois. Ouais. Et elle dit, je vais prendre ma douche, je vais prendre mon bain. Et elle rentre dans la salle de bain, elle fait couler son bain. Et moi, j'ouvre. J'avais le placard à peine ouvert, tu sais, au cas où il rentre. Je sors, je braque le mec. Condé et je m'arrache. Et elle se met à poil. Le plus beau moment. Bah ouais, tu t'en doutes. Elle se met à poil et elle rentre dans le bain. Ah ouais. Et elle me dit, bouge pas. Elle me dit, ils ont pas le droit de rentrer. Donc ils font le tour. Il n'y avait rien à saisir, tu vois. Ils vont dans le salon et puis à un moment, bah, ils lui disent, voilà,
Et elle gueulait, hein, la meuf, elle gueulait. Oui, mais moi, je suis séparé avec lui, c'est pas de ma faute si le divorce n'est pas prononcé. Ouais, ouais. Il me fait chier. Regardez, il n'y a rien à saisir. Mais il se casse. Ouais, voilà, c'est bon, là. Et le soir même, je suis parti. Hein. On a fait une Java et le soir même, je suis jamais rentré dans l'appart. Je me suis dit, on sait jamais s'il revient d'un de ces quatre, tu vois. Ouais, c'est pas le bon moment, ouais. S'il continue à faire des chèques en bois sur son ex, tu vois. Ouais, c'est Une clair. ordure, j'aurais croisé, lui, je l'aurais crossé, tu vois. Comment t'as pas le droit de faire ça, là, deux gamins, t'es le père des gamins, tu te permets de faire des chèques sans provision, une ordure finie. Ah, une ordure, ouais. Une ignominie, tu vois, pour moi, tu vois. Et puis le soir même, Nora à l'hôtel, on a fini ensemble, tu vois. Puis on est resté 2-3 piges ensemble pendant ma cavale, tu vois. Juste, il y avait une anecdote un peu marrante, je crois, pendant ta cavale. Je crois que t'as dansé avec un flic. Le vrai faux anniversaire, ouais. C'était quoi ce truc? Véridique en plus aussi. Hein. Je suis en cavale, donc j'ai des papiers. Hein. Entre-temps, voilà, j'ai un pote qui me fait des papiers super bien. À l'époque, on appelle ça le tampon sec, tu sais, sur ta carte d'identité. Donc il me fait permis, j'avais une doublette. Il me fait la carte d'identité, donc impeccable au niveau des contrôles. C'était du béton. Ouais, royal. Et puis il y a eu un coup de chaleur, un petit coup de chaleur. Il fallait se planquer un peu. C'était chaud, les condés partout. Après une affaire, c'était tendu. Mes potes, ils ont le passeport, donc ils partent à l'étranger. Ouais. Moi, j'avais pas de passeport. Du coup, je reste en France. Et puis le matin à 6h, j'étais réveillé de bonne heure, moi. Le matin à 5h, 6h, dans un appartement, je regardais à la fenêtre, je voyais les boulots, les gens qui allaient travailler, tu vois. Je me dis, putain, en fin de compte, je les envie à ce moment-là, tu vois. Je me dis, putain, au moins, ça me permettrait de la journée de sortir, parce que j'étais dans mon appart 24h sur 24. Ah ouais. Donc j'avais des meufs qui venaient, j'avais de temps en temps un brave mec qui venait trier sur le volet. Hein. Il y avait qu'une personne qui savait où j'habitais, qui venait me ravitailler, parce que il fallait me ravitailler des fois, aller faire les courses et tout. Bien sûr. Et un matin, je me dis, ouais. Et j'avais une amie qui sortait avec le directeur du personnel d'Interdiscount. Ça a fermé la boîte, mais à l'époque, c'était EFI, vidéo, photo, ordinateur. Et je lui en parle. Elle me dit, bah tiens, je peux lui en parler. Donc elle me le présente. Super mec, il s'appelait Willy Bourg, paix à son âme, il est mort aussi. Il est venu témoigner aux assises en plus après, lui. Okay. Et je lui dis, voilà, j'ai mon permis. Il me dit, ouais, pas de problème, viens demain matin. Le lendemain, là, j'arrive rue du Président Wilson à Saint-Denis. Ouais. Et il m'embauche. Il fait une photocopie de mon permis de conduire. Donc à l'époque, c'était Saad Kasmi, mon blaze. Tu vois. Okay. J'avais 3 identités, dont celle-ci, c'était Saad Kasmi. Okay. Et je commence à bosser. Donc je suis chauffeur-livreur. Je passe au dépôt, je récupère le matériel sensible, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je faisais gaffe à chaque fois pour pas qu'il manque un truc. Ouais. S'il y a un vol, ils vont tout de suite. Et j'ai des collègues là-bas qui se faisaient pas chier, un appareil photo par là, tu sais, ils prennent tranquille. Je me suis écarté d'eux et j'ai commencé à prendre plaisir à me lever le matin. Donc j'avais une grosse voiture, je la prenais pas, je me suis acheté une R18 break. Ok. Ouais. Dans les bouchons le matin à 6h30, à midi. Tu te sentais comme tout le monde. Voilà. Pour la première fois, je retrouvais un peu le goût du prolétariat. Tu vois. Ouais. Et pas de vol dans mon truc, donc ça se passe bien. Ça se passe super bien. Et je sympathise vachement avec Willy. Pourquoi? Parce qu'on fait des Java ensemble et lui, c'était le whisky. Et il envoyait du lourd, le gars. Ouais. Il envoyait du lourd, tu vois. Des fois, je dormais chez lui à 3h du matin, il me mettait le grand bleu. Il rentrait bourré, il me mettait le grand bleu, tu sais, à fond, il avait des enceintes. Ah ouais. Il avait 20 ans de plus que moi, mais il restait jeune dans sa tête, tu vois. Et puis, le cours, il est vraiment bien passé. Il y avait comme une fraternité. Donc, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il connaît ma pièce d'identité, mon permis de conduire. Donc, il y a une date de naissance. Ouais. Oh putain, ouais. Et il veut me faire une surprise, donc il loue un restaurant dans Paris. Waouh. Il invite tous les potes du SAV. Je travaillais au service après-vente de bien sûr. Et quand j'arrive, il m'appelle, il me dit tiens, viens. J'arrive, il est 19h30. Et quand je vais pour me garer, je vois 3 têtes collées à la vitrine, en train de me faire signe, tu sais, pour mesdames garées. Et je me dis putain, mais c'est des poulets, ça, c'est pas possible. Ils ont des têtes de Condé. Comme je connais mon ami, je sais que c'est pas un guet-apens, tu vois. Il n'est pas au courant de ma situation. Je me démonte pas, je me gare, je fais mon créneau, je me gare et je pousse la porte du resto. Et quand je rentre dans le resto, ça pue un peu parce que je vois personne. Il n'y a que mon pote, sa femme et les trois personnes qui me présentent. Donc, il me présente le premier, il me présente le deuxième. Et au moment que j'ai la pogne du troisième, je ne sais plus si c'était Jean-Marc ou Jean-Paul, au moment où j'ai sa main, puis moi j'ai toujours eu une bonne pogne, tu vois, depuis tout petit, ça c'est mon père qui nous disait, voilà, un homme, ça serre la main, franchement, regarde dans les yeux
Et je lui serre la paluche et il me dit ils sont inspecteurs, inspecteurs de police au quai des Orfèvres. Oh, putain, au 36. 36 quai Jeff, ouais. Et je te secoue, l'autre, quand il me dit ça, je te le secoue, enchanté. Ah oui. Et puis d'un seul coup, je vois tous mes collègues du SAV qui étaient cachés derrière les rideaux au bar, un peu partout, qui arrivent avec les flonfons, les trucs, tu sais, pour les anniversaires. Tu sais, le serpentin, là, tu vois. Flonfon, il me saute dessus, chacun me remet un cadeau et tout. Et là, je me dis, c'est bon, en fin de compte, tu vois, c'est joyeux anniversaire, ça, allez, vas-y, en veux-tu, en voilà. Et puis on commence à trinquer, champagne. Hein. Et ils étaient déjà un peu bourrés, les condés, mais là, ils ont vraiment picolé, tu vois. Ouais. Et puis il est à 4h du matin. 4h du matin, il y en a un qui propose de faire la chenille qui redémarre. Ah ouais. Donc moi, je suis de mon côté, j'avais la cote avec une secrétaire, j'étais en train de me la brancher. Et je me suis dit, elle va repartir avec moi à l'hôtel. Et il y a un condé qui vient, qui me prend, c'est mon anniversaire, donc il dit, faut qu'on fasse la fête. Il me tire et je refuse. Et au moment où il repasse, il me tire. Et puis je peux pas dire non, tu vois. Mais je suis en fin de chenille, moi. Je le prends par les hanches et je suis derrière. Et là, parce que je picolais, mais léger, tu vois, je gardais le... On n'a pas d'argent, désolé. Et je me pète de rire. Et mais un fou rire, tu sais, un fou rire que il y a qu'un ex-dollar, un mec qui s'arrache de centrale, qui a réussi à scier son barreau, qui s'arrache, qui peut ressentir ça, tu sais, dans ta vie à un moment donné où et je lâche les nerfs et je m'éclate de rire. Ah ouais, et dans ma tête, je me dis, putain, je suis derrière un condé en train de l'enculer, et en train de faire la chenille qui redémarre. Donc on fait 3-4 tours, puis après je me casse, tu vois. Et ben tu sais quoi, ma parole d'homme, hein. Je leur dis, je me casse. Il dit, on t'accompagne, tu vas où? Je dis, à telle porte de Clichy. Voiture de Condé devant. Voiture de Condé. C'est ma parole d'homme avec la secrétaire du SAV à côté de moi. Oh, exceptionnel. Et il m'accompagne. Giro feu de teint, il m'amène jusqu'à la porte de Clichy. Et je bifurque et je prends le périph'. Ça, c'est magnifique. Et tu sais quoi? Ça, c'est un moment de vie extraordinaire. On a fait des photos. Ah ouais. On me les a filées, les photos. Non. T'as ma parole d'homme. Et ben tu sais quoi? Il y a encore des photos quand je suis sorti de prison que j'ai retrouvées, tu sais, dans une boîte à chaussures qu'on a gardée, que mon ex, elle avait gardée. Ah ouais. J'ai retrouvé la photo où tu me vois avec les trois condés à côté de moi, la meuf à mon pote et la secrétaire du SAV et mon pote Willy. Je me dis, c'est pas possible. Waouh, extraordinaire. Et après, je me suis dit, tiens, s'ils sont su après, ils vont me dire, putain, on s'est bien fait baiser. Putain. Mais on a passé une super soirée, tu vois. Mais voilà. Donc voilà, petite anecdote pendant la Ouais, une belle anecdote. Une belle anecdote. Le vrai faux anniversaire, ouais. Le vrai faux anniversaire. Et bon, après, bah, du coup, tu as été incarcéré. Après, J'étais incarcéré parce que je me suis fait péter sur un fourgon blindé, après l'attaque d'un fourgon blindé. Ok, donc du coup, là. là. J'ai cherché pour la banque, là, tu sais, pendant 4 ans et 4 mois. Pendant que tu as fait ta cavale, tu as fait la banque, et après, c'est pendant ta cavale que tu es monté au créneau sur un fourgon blindé. Ouais, ben, j'ai tapé pas mal d'affaires pendant la cavale. Là, il y a prescription, tu vois. Ouais. Mais bien sûr, tu t'en doutes, en cavale, tu as besoin de thunes, tu changes de planque tous les 6 mois. Tes meubles, tu les laisses sur place parce que si l'appart est pisté, tu vas pas venir avec un camion de déménagement prendre tes meubles, donc tu laisses tout sur place. Tu fais cadeau à tes potes, tu leur donnes les clés, tu dis va récupérer ce que tu veux récupérer. Ouais, bien sûr. Donc à chaque fois que je déménageais, à peu près tous les 6 mois, pour les voisins, parce que les voisins aussi, il faut toujours se méfier de ses voisins, tu vois. Surtout à cette époque-là de ma vie, tu vois. Les voisins sont curieux, t'as une belle voiture, t'as des gonzesses, t'es toujours bien habillé. Tu vois à n'importe quelle heure de la journée, ils voient que tu bosses pas, commencent à se poser des questions, il faut bouger, tu vois. Il faut bouger, ouais. Donc les appartes, les FAF, il faut changer régulièrement, les voitures, les bécanes, les pieds-à-terre, les box, les armes. Les mecs que tu casques pour te rendre service parce que tu es obligé à chaque fois que tu as besoin d'un truc, tu casques quelqu'un pour aller le faire, pour aller le chercher parce que toi tu peux pas te déplacer. Hein. Ouais. Donc il faut de l'oseille et donc il faut taper et donc voilà, pendant ma cavale j'ai tapé et puis voilà, ce jour-là on a tapé un fourgon le matin et on devait en taper 2 autres l'après-midi parce que ça faisait 1 an qu'on préparait ces 3 fourgons et on devait taper 3 fourgons dans la journée, un le matin et 2 autres l'après-midi, donc 2 endroits différents. Ça représentait combien d'argent là? Tu te rappelles ou pas de combien ça représentait en francs déjà à l'époque ça? Bah si on aurait pu taper les 3 fourgons, j'aurais pu raccrocher après. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ouais bon, tu dis ça mais peut-être que tu aurais pas raccroché quoi. Bah là, j'étais parti, là, j'aurais pu, même si j'aurais pas raccroché, j'aurais pu rester 10 piges sans avoir besoin de quoi que ce soit, quoi. 10 piges en dépensant 15 à 20 battants par jour, quoi. Par mois, tu vois. Ah ouais, donc c'était pas la même musique. À l'époque, c'était le franc, tu vois. Ouais, bien sûr.
Donc on tape l'affaire le matin et on se fait péter avant qu'on puisse taper les 2 autres fourgons l'après-midi. Ah ouais. Et ça, aux assises, ils te le font payer. Ils disent, putain, ils t'ont tapé le matin et ils vont retaper 2 l'après-midi. Mais c'est quoi, c'est fou furieux. Bon, il y a une fusillade avec les Condés aussi. Et donc, je me retrouve en prison. Et je suis en prison pour 2 affaires. Pour la banque, pour laquelle j'étais recherché, et pour le fourgon blindé. Au bout de 4 ans et demi, j'ai un de mes associés qui prépare un mémoire avec un bon avocat. Ouais. Et j'apprends, mon avocat, il vient me voir au parloir. Il me dit, ce jour-là, j'y croyais pas, tu vois. Il me dit, tiens, t'as ton assos qui est sorti. Je dis, quoi? Il me dit, tiens, ton assos qui est sorti. Je dis, pas possible. Il me dit, si, la cour d'appel de Paris a l'a relâché parce que le délai raisonnable de la préventive était dépassé. Maintenant, ça marche plus, mais à l'époque, ça marchait. La cour européenne, elle avait quand même plus de poids à l'époque que maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans et demi, ils ont estimé que c'est pas normal qu'on ait pas été jugé, quoi. Ouais. Et d'autant que l'instruction était toujours ouverte. Le juge d'instruction, il voulait faire un retapissage au bout de 4 ans et demi. Un retapissage, tu le fais tout de suite, tu vois, dans la foulée. Tu le fais Retapissage, attends, pour ceux qui comprennent, qui savent pas. C'est une confrontation avec les convoyeurs. On était cagoulés, mais bon, on était postichés, excuse-moi. Ah ouais. Mais tu le fais pas 4 ans et demi après, donc la cour d'appel, elle lui a tapé sur les doigts. Quand tu dis postiche, pour les gens aussi pareil, postiche c'est quoi? C'est que du coup tu mettais perruque, barbe, ah oui, voilà, ok. lunettes. Voilà, c'était pas des cagoules, c'était. Ouais. Voilà, ok. Ouais. Des fois, tu es obligé Sur ton de apparence. posticher selon l'objectif, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et donc, moi, je purgeais ma peine de 8 ans pour le braquage de la banque. Ouais. Et je me retrouve en provisoire sur le fourgon. Mais si tu veux, c'était pas un cadeau, moi. C'est pas un cadeau qu'on m'a fait parce que moi, je calculais déjà, mes 8 ans, ils étaient confusionnables avec la peine que j'allais prendre pour le fourgon. Bah oui. Pour le fourgon, je comptais 15-20, tu vois. Même sur 20, j'avais 8 de faits. Tu arrives aux assises, tu as 8 ans plein de faits. Bah, donc ça voit le jour quand même, tu vois. Ouais. Et malheureusement, ils me remettent en provisoire. Et puis quand j'ai fini mes 8 ans, j'allais pas leur dire non, je reste, je m'accroche à la porte de la prison. Ouais. Je suis sorti quand même, tu vois. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que tu sors, tu es assigné à résidence dans un endroit, donc dans le Cher à Bourges. Tu peux pas quitter le territoire. Tu peux pas aller en région parisienne. Ah ouais. Tu pointes toutes les semaines à la gendarmerie. Et tu sais que dans 2-3 ans, tu vas tu vas passer aux retourner assises et et tu vas manger les 15-20 piges. Et ta peine de 8 ans, elle est plus confusionnable parce que tu es sorti. Et ouais, voilà. Donc du coup, la peine que t'as fait, mort. c'était pour un autre truc, donc du coup, c'est mort. C'est pas confusionnable. Ah là, ça c'est les boules. Ah ouais, parce qu'elles sont plus en concours. Ah ouais. Ah ouais. Un détail qui a son importance. Et ben moi, voilà, je pointe toutes les semaines à la gendarmerie. Et puis même ma femme de l'époque, j'avais des jumeaux avec elle, elle a accumulé des dettes. Donc t'avais des huissiers, des lettres de relance, des machins. 1 mois, 2 mois, j'essaie de trouver du boulot, pas moyen. 3, 4, 5, 6 mois où t'es en train de te dire ouais mais je suis libre, mais c'est quoi cette liberté? Ouais. J'avais mes enfants à Paris que j'allais voir en cachette. J'avais une fille aussi. Il fallait que j'assure, j'étais absent, il fallait que j'assure l'intendance. Tu as vu que tu sors, tu es à Payolle et tu as des enfants et tu peux pas assumer. Il y a un sentiment de culpabilité, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça n'excuse en rien ce que j'ai fait, mais je te raconte juste. Non, mais tu dans quel racontes état ton d'esprit, histoire, il n'y a pas de problème. dans quel état d'esprit j'étais, tu vois. Et du coup, à peine 2 piges après, je me suis remis au charbon. Alors que j'étais en provisoire. J'allais taper, et des fois j'allais taper, et le lendemain du braco, je me pointais à la gendarmerie et j'allais pointer. Ah ouais. Donc tu vois, je jouais avec le feu, mais j'avais pas le choix. Là tu tapais, t'avais tapé de la banque? Ou pas de fourgon à ce moment-là, là. Tu faisais plus de fourgon quand Si. Ah ouais? Ouais. Ah oui, donc d'accord, ok. J'étais dans un état d'esprit. T'es libre, tu sais que du jour au lendemain, tu vas recevoir une convocation et tu vas aller en prison pour 15 ou 20 ans. Comment tu veux te réinsérer? Là, tu te Comment pas, même si j'aurais bossé, j'aurais gratté peut-être 2-3 piges au niveau des circonstances atténuantes. Ils auraient dit, bon voilà, il a bossé pendant 3 piges, on l'a pas retrouvé sur un braco. Au lieu de 20, j'aurais pris 17, j'aurais pris 16, j'aurais pris 18, tu vois. Ils auraient ouais, mais là, t'étais pas 2 ans près, là. Mais j'ai jamais été heureux, parce que même quand j'avais de la maille, j'étais avec mes enfants réunis autour de moi, je savais que l'épée de Damoclès, elle était là. Ouais, je savais que ça, du jour au lendemain, ça allait s'arrêter et que j'allais repartir au placard. Et ça, c'était terrible à vivre de l'intérieur. Du coup, ce que je me suis dit, je vais taper, mettre des sous de côté. Et puis, voilà, viendra que pourra. Et je vais essayer de m'arracher dès que j'ai la date des assises.
je mets le pactole de côté et je m'arrache. Ah oui. Et j'avais l'intention de partir en Amérique du Sud, tu vois. J'avais Ah ouais. une petite touche là-bas, ouais. Et puis après le... Donc je vais taper et puis je suis tombé sur deux ordures, dont une ordure, un pote de 30 ans, hein. Un mec que je connaissais depuis 30 ans, que j'avais connu au placard sur ma première peine en 82, tu vois. Et il venait de se marier, il s'est marié avec une amie à moi que je lui ai présentée, cette ordure. Je ne citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra peut-être. Et il me propose une joaillerie, tu sais, en province. Ouais. Et moi, je la sens pas parce qu'on avait 2 fourgons dans Paris à taper, on était en train de les préparer, un gros truc, et il fallait à peu près encore 3-4 mois de chauffe. Dans la sauce, il me propose une joaillerie parce qu'il a un pote à lui, enfin, qui connaît un mec qui cherchait des bijoux et qui casque bien. Avec sa valise de thunes, il attendait quelque part dans un hôtel. Et il me dit, vas-y. Et là, j'ai été tapé par amitié. J'en ai même écrit après une espèce de rap où je disais c'était une affaire mal embouchée. Je la sentais pas, mais je suis monté. Une affaire de parole et d'amitié, et j'ai vite déchanté. Pourquoi ? On va taper l'affaire, je la sens pas l'affaire, moi. On a deux fourgons à taper, et lui, il me parle du joaillerie, tu vois. Mais moi, par amitié, tu sais, j'étais pas fidèle en amour, mais jamais été fidèle en amour, mais en amitié, j'ai toujours été fidèle. Ouais. À la mort, tu vois, jusqu'à la mort. Ouais. Et du coup, je la sens pas, mais j'y vais. J'y vais par rapport à mon pote. On va taper l'affaire. On tape. Sur le retour, premier barrage de Condé. Oh. Ils essayent de nous écraser, on est en bécane. Ils essayent de nous écraser, lui il passe devant, moi je suis derrière avec le pilote. Ils essayent de nous écraser contre des voitures. Je sors le popo, et avant de tirer, j'ai la Brenec à l'intérieur. Avant de tirer, je baisse le canon pour que mon tir soit plongeant, pour l'impressionner, pas pour tuer. J'aurais laissé comme ça, je le prenais ici. Donc je fais un trou comme ça sur la porte. Mais quand je tire, je ne sais pas que je ne l'ai pas blessé. Mais je fais tout pour baisser le... pour que ça a été démontré aux assises par rapport à l'angle tir, tu sais, les experts qui sont venus. Je recharge en coup de vent, et je me doutais derrière qu'ils étaient 5-6, ils attendaient en général les tirs dans le dos, tu as vu, quand tu es en bécane. Ça fait que j'envoie une cartouche aussi dans le cul du camion pour qu'ils se couchent, tu vois. Ouf, ouais. Ça, ils me l'ont fait payer parce qu'ils se sont dit, putain, entre le début du camion et le machin, il a rechargé, tu vois. Ah ouais. Et on arrive pas loin du pied-à-terre, et là, il y a un deuxième barrage. Non, c'est pas un barrage, c'est un Condé qui est dans une voiture, mais moi, je sais pas que c'est un Condé, il est dans une voiture banalisée, ouais. Il est dans une Clio. Il est à un stop, et nous, on est juste en face, dans une estafette, en train de ranger la dernière bécane, c'était la mienne. Et avant qu'on range ma bécane, je fais, attendez, il est bizarre, le mec, allez voir. Et au lieu d'aller voir, on me dit, non, c'est rien, c'est un vieux, c'est rien. Je dis, mais allez voir, il est bizarre, ce mec, dans ses yeux, je l'ai trouvé bizarre. Donc, je vais vers lui, je regarde à gauche et à droite, il n'y a personne. Et je lui fais signe de passer. Tu sais, c'était au stop, s'il n'y a personne, t'avances. Si t'avances pas, c'est que t'es chelou. C'est que t'es chelou, ouais. Et au moment où je lui fais signe de circuler, j'ai pas d'arme sur moi apparente. Hein. Ouais. Il sort son calibre, qu'il avait déjà sorti, puisqu'il l'a reconnu aux assises, hein, il l'avait mis entre ses cuisses. Il pose sur le calibre, côté chauffeur, bien sûr, il pose le calibre sur le pare-brise, et il m'envoie 4 coups de feu. Il tire 4 fois. Et heureusement que je suis de profil, tu sais, comme un boxeur. Si je suis de face, au moins j'en prends au moins une. Ouais. Et lui, je pense que c'est la peur aussi, il devait être tétanisé. Ouais, il a tiré parce qu'il a reçu l'appel, lui, que des mecs en bécane, ils ont tapé, qu'ils ont tiré sur un premier barrage. Et lui, comme c'est un Condé, il a le scan, tu vois. Donc quelque part, il se doutait que c'était nous. Ah ouais. Je suis pas sûr, mais il se doutait que c'était nous, tu vois. Mais moi, je sais pas que c'est un Condé. Aucun signe apparent, pas de gyro, rien du tout. Il me tire dessus, alors normalement, il est tenu de me faire une sommation. Malgré ça, du coup, je sors, j'avais une sacoche. J'avais un sac de raquettes derrière moi avec ma calache. J'avais mon fusil à pompe, mais j'avais aussi une sacoche avec moi. Quand tu t'avançais vers lui, tu avais déjà tout ça sur toi ? J'ai un sac à dos, bien sûr. J'ai un sac en bandoulière pour mettre mon matos, bien sûr. Ah oui, donc oui, d'accord, ouais. Et je sors mon calibre, je sors le 11-43 que j'avais dans mon plastron devant moi. Ouais. Et j'envoie. Et je tire. Je vide mon chargeur. Mon chargeur tombe. Je me mets à genoux, je rattrape mon chargeur vide, je le remets dedans, mais ça c'est l'instinct parce que tu as des cartouches qui sont partout, c'est un automatique. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et j'ai un autre chargeur, je remets mon chargeur parce que ça ils m'ont fait payer aux assises. J'ai vidé mon chargeur, mais ils ont retrouvé mon calibre avec un autre chargeur et j'engage aussi encore une balle. Tu vois. Ah ouais. Je vois des trous partout dans la voiture, je me dis ouais il est mort, il est peut-être mort, tu vois. Sur le premier barrage, je me dis j'ai peut-être te blesser ou tuer un Condé. Sur le deuxième, là, je me dis peut-être tuer un autre.
Ça fait que je suis dans un état, c'est point de non-retour, tu vois, zone rouge. Ah ouais. Voilà, tu te dis, de toute façon. Et à l'enculé, là, mon pilote qui s'arrache avec la bécane. Oh le bâtard. Parce que là, oui, eux, oui. quand le Condé il me tire dessus, c'est la panique pour eux. Il y en a un qui part en courant comme ça, il y en a un qui part en courant, puis il y en a deux qui montent sur la bécane et qui s'arrachent. Et moi, je me retrouve comme ça, au milieu de la rue, en face de la voiture du Ouf. Condé. Le Condé, je le vois plus. Je vois les trous que j'ai fait, les trous qu'il a fait, les trous que j'ai fait, je le vois plus. Je lève la tête, les gens à la fenêtre qui ont vu toute la scène, qu'ils appellent les Condés. J'entends des gyros de ton. Et j'attends une voiture. S'il y a une voiture qui passe, j'ai besoin de personne, j'arrête la voiture, je me casse. Tu vois. Personne. Oh là là, les boules. Du coup, je me mets à courir en direction de la moto que je vois, là, tu sais, comme là, tu vois la meuf là-bas, là. Ouais, ouais. Et je cours et je crie, j'appelle le chauffeur, tu vois. Je crie son prénom, tu vois. Je jure, son surnom, pas son prénom. Ah ouais. Jure. Et à un moment, lui, il a dû se dire, mais putain, c'est pas mon pote qui est derrière, c'est pas Khaled, c'est deux enculés. Et lui, c'est un enculé aussi parce que il savait très bien que c'était pas moi qui étais derrière, tu vois. La panique, tu vois, la bateau était démarré, il y en a deux, ils sont joués dessus, hop, ils ont démarré. C'est quand t'as pas de sang-froid et tu paniques, Bah ouais, bien sûr. Et je cours. Et là, je suis vulnérable. Les condés arrivent, ils peuvent me tirer dans le dos, je suis mort. Et il y a une voiture qui arrive. Lui s'arrête. Et il y a une voiture qui arrive. Et moi, là, je fais un mauvais choix. J'y ai pensé beaucoup à l'isolement. Je fais un mauvais choix. Je sors mon calibre, je braque le mec. Ah, le mec, il ouvre la porte comme dans les films. Lui, pas besoin d'assister. Il nous fait un plongeon. Il nous fait un plongeon. J'imagine. Mais après, c'est normal. Mais... À la marchande. Ouais. À l'aéromarchand, il nous fait un plongeon. Ah ouais. Bah ouais, le gars. C'est normal, attends, c'est normal. Oui, c'est quoi une voiture, tu vois, par rapport à la vie, tu vois. Ah ouais. Et là, je fais un mauvais choix. Au lieu de monter dans la Clio, je remonte sur la bécane. Mais je sais que la bécane, c'est un cercueil ambulant parce qu'elle est déclarée. Ça fait 20 minutes qu'on l'a tapé. Premier barrage, je tire sur une bécane. Deuxième, on est sur une bécane. Donc, c'est un cercueil ambulant. Et quand je monte derrière le chauffeur, déjà, je lui mets un coup comme ça. Les deux autres, là, je me retiens parce qu'il y en a un, avant de descendre, je lui mets le calibre sur la cuisse et j'allais lui mettre une cartouche. Tu sais, les deux enculés qui sont montés, qui m'ont laissé tomber alors que moi, je leur sauve la mise. Quand le Condé, il me tire dessus, si moi, je réponds pas, moi, je cours plus vite qu'eux. Hein. Si moi je fais comme eux, c'est eux qui se font fumer. Hein. C'est eux qui se font fumer, ouais. Moi j'ai la réaction tout de suite, l'instinct de survie, tu vois. Je réagis. Il me tire dessus, je l'allume moi aussi, tu vois. Je tire pas, heureusement j'ai pas tiré parce que ça on me l'aurait fait payer aux assises aussi, tu vois. Je monte derrière la bécane et puis le chauffeur il paniquait un peu. À un moment donné, je vois une bretelle d'autoroute et là on était sauvés. Et tu sais comme il avait enlevé son casque et on avait des Vox, tu sais, des écouteurs. Ah oui, et en enlevant son casque, il avait fait tomber son écouteur, ça fait qu'il ne m'entendait plus. Ça fait que j'étais à l'ancienne, à gauche, à droite, tu vois. Ah ouais. Et à un moment, je vois la bretelle d'autoroute pour rentrer sur Paris. Je lui fais ça et lui, il va tout droit. Et il y a un trottoir un peu plus grand que ça, mais on est avec une 8,5 TDM. Et ça monte comme ça, dans cette ville-là, ça monte un peu comme ça. Ouais. Et je vois, un peu comme le convoi de Trump, je vois une cinquantaine de voitures de police. Ils avaient reçu l'appel, donc ils arrivaient là où il y a eu la fusillade avec le deuxième Condé, là où j'ai tiré dessus, tu vois. Des gyros, des deux tons, ils arrivent à fond les gamelles. Ah ouais. Il y a un rond-point, il y a le trottoir. C'est ce qui nous sauve un peu la mise. Il ralentit, il monte sur le trottoir, et là, il y a un mur. Et il y a deux voitures de Condé, c'est un rond-point qui s'était planqué, deux Ford Mondeo. Eux, ils n'avaient pas mis le gyro, ils étaient banalisés. Et eux, ils savaient que c'était nous. Ils nous ont laissé monter sur le trottoir, donc on ralentit, on monte sur le trottoir et on va pour s'arracher. Et ils nous shootent. Ah, ils vous tapent dessus. Ils nous tapent, mais ils se tapent en même temps. Ils se cartonnent les deux Ford Mondeo, ils se cartonnent en même temps. Mais il y a un mur là, comme ça. Normalement, tu viens avec la petite cuillère, tu nous ramasses entre le métal et le morceau d'os. Manque de peau, il y a encore quelqu'un là-haut qui veille sur nous. Ils nous prennent sous le bloc moteur, comme on était sur un trottoir. Et Ford Mondeo, tu te rappelles à l'époque, c'est capot plongeon, tu vois, c'est pas... Ok, ouais. Ça fait que la bécane, elle monte. Au lieu de nous écraser contre le mur, ce qu'ils voulaient, la bécane, elle monte à 2 mètres, 3 mètres, et on tombe par terre et elle me retombe dessus. Heureusement que j'ai les pare-balles parce que j'ai le bloc moteur sur le dos. Ah ouais. Il est bouillant le bloc moteur. Hein, ah ouais. Donc je sens la chaleur qui arrive et il y a mon calibre qui tombe, le 11-43. Et je tente comme ça, donc j'ai la moitié du corps sur le caniveau, la moitié sur le trottoir, et je tends la main, parce que ça aussi ils l'ont dit aux assises. Hein, ah ouais, ça putain, ils ont tout raconté. Ouais, bien sûr. Et je tends la main pour récupérer mon 11-43 jusqu'au bout. Et là ils viennent, ils me mettent les menottes, et ils m'écrasent les menottes là, ils me cassent le scaphoïde ici, tu sais, sur place. Oulala, d'où la bosse là que t'as là. Ouais. Et il y en a un qui dit à son pote, fume-le. Écoute bien, hein, fume-le.
Et je l'entends de mes yeux, j'entends moi, fume-le, 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 il a tiré sur nos collègues. Et d'un seul coup, il y a celui qui regarde, là, donc ça doit être son chef. Il regarde, il fait non, 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 regarde dans le bus, regarde dans le bus. Ça fait un rond-point comme ça, donc toutes les voitures étaient bloquées. Et t'as le bus, et du bus, les gens, ils étaient mis, tu sais, t'es dans le bus, tu vois une scène comme ça, tu te colles ta tête au carreau et tu Bien regardes. sûr, ouais. Donc tu avais à peu près une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui étaient en train de regarder la scène. Et eux, ils étaient au-dessus des voitures, donc ils voyaient, ils ont Ah ouais. vu la scène. Ça aurait été la nuit, sans témoin, Oh, bah là, j'étais mort. Ouais, J'étais mort. d'accord. En plus, on Ouais. leur mettait une médaille, champagne, une médaille, tu vois. Moi, je sais pas s'il n'y a pas de blessés, pas de morts. Donc je me retrouve au commissariat. Et là, au commissariat, ils me disent pas, mais moi j'entends. Pas de blessés, pas de morts. Et Ah là, ouais, quand donc là, j'entends- rassuré, là. Quand j'entends pas de blessés, pas de morts, François, je me dis, parce que Ouais. tu sais, un con des blessés, un con des morts. Alors je parle même pas mort, hein. Mais blessés, Ouais, c'est blessé. perpète. C'est perpète. Ah oui, c'est perpète. Ah ben c'est perpète. Surtout en province où j'étais, je suis en Ah ouais. récidive, je tire sur un premier barrage, Oh là, ouais. je tire sur le deuxième, ils retrouvent mon 11-43 chargé, balle engagée. Le peupon, t'as vu, j'ai tiré une cartouche, mais j'ai une cartouchière sur le gilet pare-balles, j'en mets une cartouche. Toujours 7 plus 1 dans la chambre, ça fait 8. Ouais. Et ils se disent, bon c'est quoi? Ces enculés d'associés, il y en a un qui dit que j'ai nettoyé la calage parce qu'ils ont pété ma calage aussi avec. Que je nettoyais les armes le matin avant de partir bosser. Donc pour eux, t'es le cerveau. T'es le cerveau. Si tu nettoies des armes, le procureur, il a joué avec ça, il nettoie des armes, c'est pour être sûr de pouvoir tuer des flics. Enfin, Oh bref, là, ouais. ils sont partis dans des machins. Et je fais aucune déclaration, moi, pendant 4 ans et demi, je fais aucune déclaration au juge, parce que je suis à l'isolement, tu sais. Je suis à l'isolement, je fais aucune déclaration, donc j'ai pas de parloir, j'ai rien. Alors que les autres, ils ont parlé, tu vois. Ils sont pas à l'isolement, ils sont en détention normale. Et le juge, c'était sa première affaire, il sortait de l'école de la magistrature, c'était sa première affaire, donc gros dossier. Une ordure finie, je me permets de le dire, une ordure finie. Son pote, c'était le directeur de la prison où j'étais détenu, il l'appelait régulièrement pour lui dire, il faut lui faire la misère, il faut lui faire la misère. Ah ouais. Et à chaque fois qu'il me faisait venir dans son bureau, je lui disais, j'ai rien à vous dire. Tant que je ne verrai pas mes enfants au parloir, mes enfants n'étaient pas sur le braquage. Si je ne vois pas mes enfants, ça n'a rien à voir mes enfants avec le braquage. Ce que vous faites, c'est pression, bras de fer, et ben voilà, j'accepte le bras de fer. Il voulait me faire craquer. Ouais, Tu verras tes ouais. gosses que si tu te mets à table. D'autant que les autres, ils s'étaient affalés. Donc mon ami de 30 ans, pareil, il s'est affalé. Elle me dit, j'ai pas sorti ton blaze, mais j'ai dit que c'était toi qui étais derrière la bécane. Ils savent que c'était celui qui est derrière qui a tiré. Cette espèce d'enculé. Putain. Bref, à lui, 2-3 fois, j'ai failli le croiser en centrale. Une fois, j'étais prêt à monter le grillage à Clairvaux, parce qu'il était à Clairvaux dans un autre bâtiment. J'allais monter le grillage, passer les barbelés pour me retrouver, pas pour m'évader, mais pour me retrouver dans sa cour de promenade pour le faire. Et à chaque fois, 3 fois par semaine, j'avais parloir. Donc je passais dans sa cour de promenade. Et comme par hasard, il ne sortait pas ce jour-là. 3 fois par semaine, je traversais sa cour de promenade. Donc j'étais équipé, moi, tu vois, j'avais un pote qui m'avait préparé un truc, il n'avait plus qu'à me le jeter parce que j'étais prêt à le faire avec les mains. Mais s'il venait avec des potes ou avec des lames, mon pote, il allait me balancer ce qu'il fallait. Oh là là, ouais. Et quand je passais dans la promenade, j'hurlais, il est où? Et je citais son nom, j'hurlais. Et j'ai fait des photocopies parce que lui, cet enfoiré, c'est qu'avant que j'arrive dans la prison, il avait pris mon rôle. Il racontait le braquage, mais en disant que c'était moi. Ce que moi j'avais fait, c'était lui qui l'avait fait. Ah ouais, d'accord. Et quand je suis arrivé dans la prison, tout le monde pensait que c'était un brave mec et tout, et il a perdu de sa superbe. Non seulement je l'insultais, moi, je traitais de balance, mais j'ai fait des photocopies par l'avocat de sa déclaration. Il y avait son nom, son prénom, tu sais, quand tu as une déclaration, nom, prénom, 2 points, ouvrez la parenthèse, et ce que tu as dit. Et je faisais des photocopies, et tous ces potes qui ne croyaient pas que c'était une ordure, je les balançais de ma fenêtre, je les balançais de ma fenêtre, je les balançais, tu vois. Parce que c'était pas normal, tu vois. C'était abusé. Il aurait dû aller au QI, tu vois. Bref. Et Au QI, c'est quoi au QI? quartier d'isolement. Ah, quartier d'isolement. Ouais. Et du coup, comme les pointeurs, tu vois. Ouais. Et du coup, pas de déclaration pendant 4 ans et demi, 5 ans. Et un jour, mon avocat, un super avocat, maître Vigier, il vient me voir, il me dit, Khaled, il me dit, t'es quand même dans la... C'est la merde, là. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que sa femme, elle est magistrate à la cour d'appel de Dieppe. Ça fait que, tu sais, tous les magistrats... La femme du braqueur? De mon avocat. Ah non, ouais, ok. Ouais. Du coup, ça fait que tout ce qui se passe un peu au palais, les bruits de cuillard, machin, il était au courant, tu vois. T'es au courant de tout, Il a croisé un jour le président de la cour d'assises. Ouais. Et il lui a dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il lui a dit, sur les 4 qu'il y a dans le box, je suis sûr que c'est Khaled qui ferait traverser la vieille avec son sac à main rempli de thunes. Par contre, il vaut mieux pas le croiser sur le terrain. Et il lui dit, en plus, au niveau sport, je pense que lui, il pourrait faire il arriverait le premier au Mont Ventoux parce qu'il adorait le vélo, tu vois.
Ah ouais. Et par contre, il lui dit, voilà, il me dit, Khaled, moi j'entends parler qu'ils vont demander la réclusion criminelle à perpétuité. Moi je fais un bond comme ça au parloir avocat. Wow. Je fais comment ça, il n'y a pas de mort, pas de blessé, maître. Ils sont fous, quoi. Il me dit, Khaled, t'es en province, t'es en récidive, c'est la police. Ils n'ont jamais vu ça. Il y a eu 12 coups de feu qui ont été tirés. Ouais. Et c'est vrai que ça faisait la une des journaux. Ils n'avaient pas vu autant de policiers que Ouais. depuis la guerre d'Irak. Enfin voilà, ils m'ont fait passer pour un tueur de flic. Carrément, c'était marqué comme quoi que j'ai. Alors, pas de blessés, pas de mort. Hein. Ouais. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi. Je dis, ouais, c'est vrai, je vais arriver aux assises. Aucune déclaration, ça veut dire rien. Ouais. Les autres, ils sont mis à table, ils m'ont chargé. Parce que Wow. j'ai eu le dossier après. Donc, à cette période-là, je suis à l'isolement. Ma femme, elle me quitte. Je vois plus mes gosses. Mes associés me balancent. Et je pars pour 2 affaires. Je pars pour le fourgon blindé, parce que j'étais pas jugé pour le fourgon blindé. Ah ouais, l'autre fourgon blindé, ouais. Et je pars pour l'affaire avec la Oh. fusillade avec les Condés. Alors je me dis, je suis mort. Ah ouais, là c'est chaud là. Et je suis passé, ils m'ont fait passer pour le fourgon. Ils m'ont fait passer le 20 mai 2007 pour le fourgon. J'ai pris 20 ans. Oh. Et je suis passé le 1er juin, donc 20 mai, 1er juin, 15 jours après, 10 jours après, hein, je suis passé pour le braquage de la joaillerie avec la fusillade avec les Condés. Et là. Pendant 1 mois, ça a duré. Donc le 30 juin, j'ai eu l'addition. Et là, ils m'ont mis 25 ans. Ouf. Et je suis reparti au placard, à l'isolement, avec 45 ans de réclusion criminelle. Ah Et ouais, je suis c'est resté- balèze, hein. Et je suis resté pendant 10 ans et demi avec 45 ans de réclusion criminelle au compteur. Quand je suis arrivé en centrale, même des potes qui avaient pris perpète qui me disaient « Khaled, je préfère être dans ma situation que dans la tienne. » Parce que sur perpète, Réconfortant. bah oui, parce que sur perpétuité, si tu n'avais pas de sûreté qui avait été prononcée à la barre, c'est 18. À l'ancienne, c'était 18 ans. 18 ans, tu peux commencer à négocier. Moi, 45 ans, tu as vu ce que ça m'amène. Hein. Ah ouais. Et Ouais, c'était une perpétuité déguisée, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc pendant 2 ans et demi, t'as vu, j'ai fait que des maisons d'arrêt, puisque j'étais au QI, j'ai fait 10 ans et demi de maison d'arrêt. J'ai fait 6 ans et demi de QI, et je tournais. Tous les 3-4 mois, ils me faisaient tourner. Nanterre, Fleury, machin, Bois d'Arcy, j'ai fait toutes les Pourquoi trucs. ils faisaient ça, je comprends pas. Ils appellent ça des rotations sécuritaires, pour éviter que tu commences à te familiariser un peu Ok. avec la prison C'est ce que et je me disais, avec des codes d'écho, et que tu puisses préparer une évasion. Tu vois. Ah ouais. Et après, quand j'étais à Moulins en 2012, donc 12 ans après, j'ai appris que je pouvais demander que mes 2 peines soient ramenées à 30 ans. C'est-à-dire que mes 25 ans et mes 20 ans, mes Ouais. 45 ans fassent 30 ans, c'était la loi. Tu vois. On appelle ça la réduction au maximum légal pour ceux qui connaissent. Et du coup, ils m'ont mis 30 ans, mais ils m'ont pété 20 ans de sûreté dessus. Ah ouais, donc Tu 20 fais ans. 20 et tu Donc, discutes. Ok, une fois que tu as fait tes 20 ans, là on On discute. discute, ouais. Waouh. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu as déjà fait 4, 2, 1 an et demi, 8 Plus 8. plus 8. Ouais. Donc, tu as déjà fait 9 ans et demi déjà à ce moment-là. Ouais, quand je dis que j'ai presque 30 piges de placard, Ah, j'ai 29 quelques ans. mois après, c'est 30 J'ai 30 ans. ouais, ouais, j'ai 29 ans et demi exactement aussi, voilà, Oh. pour te dire au mois après, j'ai 29 ans et demi. Ah ouais. Ah bah oui, il y a pas mal de policiers là. Ouais, ouais. Il doit y avoir un petit accrochage, je pense. Ah oui, donc du coup, là, il faut garder le courage là. Ah, c'est plus du courage, là. Tu as les calendriers, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que je gardais les calendriers, tu sais, pour avoir les anniversaires Ouais, bien sûr. Pas de mes enfants, parce que je connais les dates par cœur, mais d'amis, de membres de la famille, de personnes éloignées, mais que tu apprécies. Donc, je gardais les calendriers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ouais, après, là, 9, t'es 10, en pile, 11, là. 12, 13, 14, 15, 16. Plus d'espérance, plus d'espoir, c'est une peine mortifère, tu vois. Et du coup, et puis un jour, voilà, tu te dis, ouais, c'est pas une vie, quoi. Je m'arrache, quoi. Je passe de l'autre côté. Donc, au début, tu espères l'évasion. Tu Ouais. vois. Mais en fin de compte, les amis de 20 ans, tu les vois plus. Ils se bousculent plus pour faire des permis de visite, pour envoyer les talons. Ouais. Au fur et à mesure, avec le temps, loin des yeux, loin du cœur. Et D'accord. puis en plus, quand ils savent que tu prends 20, à ce moment-là, tu as 20 ans, enfin, Ouais, t'as pour pris eux, 30 ans, on le verra ils disent, plus. on le reverra plus. Oui, bien sûr, avec les 45 ans, là, puisque j'étais sur 45, c'est ils fini. disent, c'est bon, c'est mort. L'autre enculé dont je te parlais tout à l'heure, lui, il n'est pas tombé tout de suite, il s'est fait péter après, lui, sur une affaire en Suisse. Ouais. Il m'a volé mon argent dehors, t'as vu ce que j'avais mis de côté. Oh, ouais. Il m'a volé mes bécanes, enfin bref, il m'a mis à poil, il m'a tout volé. Mon ami de 30 ans, hein, pour te dire. Hein.
cette ordure-là. Ouais. Et non seulement il m'a balancé, mais quand il s'est fait péter, mais en plus il m'a volé, hein, cette ordure-là, il se reconnaîtra lui. Ouais. Et ah putain, je me retiens pour pas sortir sans blaze, tu vois. Et du coup, Ouais. et puis eh ben, un jour tu te dis, bah là, Ouais, c'est ça. quand je te parlais des instincts de survie et de conservation que j'avais eu étant petit, ils m'ont servi pendant cette Ah période-là, bah ouais, tu là, t'en t'es doutes. obligé, bien sûr. Là, j'ai vraiment touché. J'ai vécu des moments très très chauds dans ma vie, hein, chaud bouillant comme on dit, tu vois. Mais là, j'étais au fond des abysses de l'enfer. Jamais j'aurais pensé remonter comme ça, tu vois. Et puis, tu vois, l'être humain, il a cette capacité, tu vois, à s'accrocher parce que voilà, j'aime la vie, le désir de vivre, tu vois, la résistance, tu vois. Et tous les jours, tac, 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 tac. Puis mes enfants qui m'ont porté beaucoup, tu vois, ils ont pesé lourd dans la balance, tu vois. Ils étaient comme un phare comme ça qui éclairait l'obscurité de mon désarroi, tu vois. Bien sûr. Et puis un jour, ben voilà, à la place de la corde, j'ai pris un bout de feuille et puis j'ai commencé à écrire. Et puis je me suis rendu compte que, voilà, que ça me faisait du bien, que ça m'occupait, que je tuais le temps comme ça. Après, j'ai repris à Poissy, j'ai pu reprendre un cursus universitaire. J'ai passé un bac L, un bac philo, Ouais, donc c'est un ça. bac En prison, de littérature. t'as passé du coup plusieurs diplômes. J'ai passé une licence de littérature. Ouais, c'est dingue. Et puis j'ai commencé à être publié. En 2014, j'ai eu mon premier poème qui a été publié dans une anthologie, Vive la Berté, avec Arthur Rimbaud, avec Verlaine, enfin avec des grands auteurs qui ont bercé un peu mon enfance et mes billets doux, tu vois. Ouais. Et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, ma prof de littérature qui me découvre un talent pour la littérature, qui me dit que voilà, quand elle voyait mes devoirs, elle me dit mais putain, c'est pas possible, elle t'as quelque chose, et creuse quoi, lâche pas. Et puis j'ai monté une pièce de théâtre avec elle, on a joué Caligula 2 fois, j'ai appris du texte pendant 1 an. Ah On a ouais. joué devant la petite fille d'Albert Camus, donc grand moment pour moi, tu vois. Et puis là, j'étais dans la phase descendante de ma peine. Bien sûr. J'étais plus dans le dur. J'ai fait enlever mon DPS. Je suis parti dans un DPS, c'est quoi ça? détenu particulièrement signalé. Ok. Pendant 19 ans, j'avais cette étiquette rouge. T'es toujours tout seul en cellule. T'es fouillé, fouillé régulièrement. T'es surveillé, t'es épié. Tu peux pas avoir de téléphone. Et le seul avantage, c'est que tu es tout seul en cellule. Sinon, c'est que des inconvénients. Tu peux pas aller accéder à un centre scolaire, tu peux pas aller aux activités, tu es tout le temps fouillé, transféré, épié, tu sais, du matin. Et le pire, c'est que tu es réveillé toutes les 2 heures. Ça, Toutes les 2 heures, tout le temps? Pendant 19 ans, j'ai été réveillé toutes les 2 heures, François. Ceux qui sont passés par là, ils se reconnaîtront. Et pourquoi? Pour voir si tu t'es pas évadé. Alors qu'il suffit, Non. t'as ma parole d'homme, il suffit de regarder, de Allez, voir tombe. que les barreaux sont pas sciés. Il fallait que je bouge la main, le pied, il fallait que je bouge. Toutes les Pendant 2 heures. 19 ans, toutes les 2 heures, j'ai été réveillé pendant 19 ans. J'en ai même fait un poème qui s'appelle L'échange. Tu vois? Ouais, je suis choqué. Ouais. Ah, c'est dingue. Je m'endors, je rêve, puis je sursaute aveuglé. C'est en plein phare que je suis réveillé, toutes les 2 heures, le même ciné. Waouh, c'est fou ce que tu me dis, d'accord. Eh ouais. Et du coup, je les ai attaqués en 2017, parce que en 2017, j'ai commencé à avoir ma première permission pour aller déclamer de la poésie au Collège des Bernardins. Une grosse invitation. Ouais. Et je rentre de permission et il me réveille. Et là, je comprends pas. Je dis, j'étais en perme, j'aurais voulu m'arracher, je me serais arraché. Ouais, je me serais arraché. Ouais. Et 2-3 ans, je chope la directrice, je lui en parle, elle me dit, ah, mais je suis pas au courant, et toi, elle bat un peu le naf, tu vois, alors c'est elle qui a émis la note de service. Ah, bon, J'écris à mon avocat, je saisis le tribunal administratif de Lille, et j'ai eu la réponse en 2021 quand j'étais sorti. Mais souvent, les détenus ne font pas de démarche parce qu'ils disent, bah, ça sert à rien, je serai sorti, tu vois. Mais moi, j'ai pas lâché. Je savais que ça allait servir à quelqu'un aussi. Et par le principe, je me suis dit, c'est pas normal, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai eu des permissions de 10 jours. Une fois par an, j'avais des permissions de 10 jours. Ah ouais. Tu sais, quand tu t'arraches, quand tu veux t'arracher. Bah tiens, regarde. Quoi? Ah ouais. François, tu l'as fait exprès, ouais, quoi. y a Putain, on n'est pas équipé, là. On n'est pas sûr. équipé, là. Ah non. Ça y est, la prescription, là. Ouais. Écoute, on va le suivre, on sait jamais. Ça y est, tu veux encore mettre le couvert. Ouais. Ah, voilà. Et du coup... Ah ouais, et donc du coup, à la fin, ça a donné donc 2021, et donc du coup, ça a donné quoi? J'ai eu la réponse, et ben, Ouais. l'administration pénitentiaire a été condamnée. Ah Parce ouais. que je les ai attaqués sous l'angle de traitement inhumain et dégradant. Ok. Tu vois? Parce que c'était vraiment un traitement inhumain et dégradant, d'autant que je sortais en permission. Ben, si tu sors en permission, si tu veux pas rentrer, Ah, tu te barres. Alors, je vais rentrer, ils savaient que j'avais quelques neurones en plus.
Tu rentres, tu vas te faire chiasser ton barreau, et ton barreau, quand tu l'assieds, c'est pas pour t'évader, c'est pas pour sortir. Tu es dans la promenade. Ouais, T'as encore 3 murs à monter, t'as 3 barbelés à monter, bref. Donc, si tu veux pas rentrer, c'est pendant tes permissions. Et tous les mecs qui sont pas rentrés, les longues peines, c'est pendant la perme de 10 jours. Parce que 10 jours, t'as le temps de prendre un billet, t'as le temps de partir à... Ouais, t'as le temps de partir loin. À Tataouine, ouais. Ouais, Et une deuxième, j'ai eu une deuxième jurisprudence aussi contre l'administration pénitentiaire. Quand ils m'ont éloigné à 1000 km de chez moi, ils m'ont détenu à la centrale de Lannemezan qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales à côté de Tarbes, tu sais. D'accord. Alors que mes gamins, ils habitent à Paris. Ouais. Et j'ai réussi à les faire condamner. Il fallait que je sois détenu à moins de 300 km de chez moi. Et là, c'est le Conseil d'État, c'est les sages du Conseil d'État qui m'ont donné raison. Pendant un an, j'ai préparé un mémoire, j'ai pas lâché. Et je me suis rendu compte que la plume, ça devenait une force. Ouais. C'était C'est une arme en fait. C'était une arme, tout à fait. C'était une arme. Non seulement tu résistes, tu leur fais du mal avec leurs propres lois. Voilà, exactement. Et après, écoute bien pour l'anecdote sur ma fiche pénale, c'est dans la fiche pénale où tu as ta photo et il y a marqué tout ce que tu as fait. Ouais. Et c'était marqué, là, pendant 19 ans, c'était marqué attention, détenu dangereux, risque d'évasion, tu vois. Ouais. Devine ce que c'était marqué après, parce que je l'ai à la maison, ma fiche pénale. J'en ai aucune idée. C'était marqué attention, détenu procédurier. Ah. Et là, c'était une belle réussite ça. Je m'éclate de rire. Ah ouais. Dis, putain. Magnifique. Voilà. Alors que pendant 6-7 ans, quand j'écrivais, pour eux, c'était une posture. Comment, avec mon parcours, avec la gueule que j'avais, comment un mec comme lui, il pensait que c'était une posture pour essayer de sortir. Ouais, bien sûr. Et ils m'ont sorti des noms ronflants qu'on a vus à la télé et qui ont récidivé. Tu sais, je ne citerai pas de nom, tu vois, parce que c'est pas le genre de la maison. Ouais. Mais ils m'ont sorti, tu veux faire comme lui, tu veux faire comme lui. Ouais. Et petit à petit, à force d'aller fouiller ma cellule, de prendre en photo tout ce que j'écrivais quand ils arrivaient à déchiffrer, tu vois, parce que j'ai une écriture de mouche. Et puis un jour, mon manuscrit que j'avais commencé à écrire en prison, il s'est retrouvé sur le bureau du directeur, avant que je l'envoie. Et puis petit à petit, ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'écriture, c'était devenu un exutoire pour moi. Et puis avec les prix de poésie que j'avais régulièrement, parce que même en prison, je recevais des prix de poésie, pratiquement tous les ans. Bien sûr. Et puis après, les permissions que j'ai eues aussi, qui confirmaient effectivement mon travail d'écriture. J'avais des permissions pour aller déclamer, je te dis, la poésie. J'étais invité par là, j'étais invité par là. Bien sûr. Et puis voilà. Et donc du coup, tu as connu l'euro et le franc. Enfin, tu as connu le franc et après du coup, l'euro, tu l'as connu quand tu es sorti de prison. Quand je suis sorti, Et tu es sorti il y a combien de temps là? Je suis sorti le 5 janvier 2021. Ah oui, donc tu es sorti il y a 4 ans et demi. 4 ans et 10 jours. Ouais, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé quand même quand tu es sorti. Là, la vie, elle est plus la même là. Quand je suis sorti, je pensais que les gens, ils allaient me regarder comme moi, comme un extraterrestre, et que ça allait être marqué sur ma tête que je suis un ex-détenu. Un tolard. Et en fin de compte, quand j'ai pris le métro pour aller bosser à l'heure de pointe, donc tu vois, là, les rames bondées, je me suis dit, c'est eux, c'est pas moi l'extraterrestre, c'est eux. Parce que je les voyais tous avec leur portable. Ah ouais, mais ouais, c'est sûr. Les ordis, les portables. Et t'as vu, ils ont toute la tête, tous baissés comme ça. Alors que moi, déjà à l'époque, et puis même encore aujourd'hui, tu cherches le regard des gens, tu vois. Tu regardes devant toi, tu n'as pas la tête baissée sur le portable, tu vois. Et en fin de compte, j'avais l'impression d'avoir été projeté dans un film un peu à la Blade Runner. Ah ouais, Blade Runner, ouais, je vois bien. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Les gens se regardent plus, ils passent comme ça à fond la gamelle. Ah ouais, c'est vrai que ça doit être fou quand même. T'as des gens qui se font insulter, personne bouge. T'es dans les transports, tu vois, les jeunes assis, ils se lèvent même pas pour les personnes âgées qui sont là, en train avec leur sac et tout. Je dis, mais c'est quoi ce monde-là, tu vois? C'est quoi? C'est pas possible, quoi. C'est une révolution, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. Ah, c'est fou quand même. Ah non, mais c'est un exercice radical. Quand même qui est... Après, mes proches qui me voyaient pendant mes permissions, ils m'ont dit, mais franchement, Khaled, on est surpris agréablement parce que j'allais voir le serveur, je disais, tiens, vous pouvez me servir ça, tiens, ça pourrait nous le changer. Il me disait, mais tu vas vers les gens. Il me disait, parce que en général, tu sais, après une longue peine comme ça, tu as du mal à aller vers les autres. Tu vois. Soit tu t'es renfermé, soit tu t'es aigri, tu es en colère, t'en veux. Donc, j'étais pas dans la colère, j'étais pas dans le ressentiment, j'étais pas dans la haine, parce que ce que j'ai su faire en prison, j'aurais pu sortir. Oui, complètement. Comme certains potes, ils sont sortis, c'est des bombes. Voilà, parce qu'on les a torturés, on les a fouillés, on les a isolés, on les a coupés de leur famille, de leurs femmes, pour plus qu'elles viennent au parloir. On leur a fait des misères, des choses trappes, mais des ignominies, tu vois.
que vous êtes loin d'imaginer, vous, la société civile, de quoi ils sont capables. Et ils sont sortis, ils sont toujours en prison, quoi, tu vois. Ils aiment personne, Ouais. ils sont en colère, Ouais, et peut-être qu'un jour, c'est ils une vont prison péter un extérieure. plomb. Et voilà. Parce que la prison n'avait pas de sens. Tu vois, la prison, il faut que ta peine elle ait un sens. Moi, je l'ai cherché longtemps, le sens de ma peine. J'étais prêt à assumer, même si pour moi, j'avais morflé, quoi. 30 piges, pas blessé, pas mort. Quand je voyais certaines affaires, tu vois, je me disais, non, c'est pas possible, quoi. Et Pas de sang, pas de blessé, 30 ans, Ouais. 20 ans de sûreté, tu vois. C'est énorme. C'est énorme. Bah, c'est un petit peu la même chose que quand tu t'es pris ta première peine de prison, où Ouais, du coup, pour une bagarre de rien du tout, tu te prends 1 an et demi au panier à salade, quoi. Voilà, c'est ça. C'est fou quand même. Et aujourd'hui, quand tu écris ou quand tu parles aux jeunes, est-ce que tu penses que tu cherches à réparer, à prévenir? Non, je suis vraiment là pour tendre la main aux jeunes, Voilà. pour leur dire, Dans la voilà, transmission quand même, faut ouais, le dire. bien, la transmission, voilà. Mais parce que je sais que ça a du sens et je me sens utile et ça marche en plus. Parce que je suis crédible, j'ai une forme de crédibilité. Quand je raconte un peu mon parcours en 10 minutes aux jeunes, à un moment donné, ils se retrouvent. Que ce soit la violence intrafamiliale, l'exil, la barrière de la langue, le foyer, la famille d'accueil, l'école de la rue, l'armée, la violence, la boxe, la prison. À un moment donné, ils se retrouvent dans mon parcours. Ouais, c'est sûr. Parce que je coche toutes les cases. Voilà, tu es coche tout, ouais, c'est Ouais. sûr, en tout cas. Pour Il n'y a pas une, dans mon enfance, il n'y a pas un truc que j'ai pas pu vivre, tu vois, que j'ai pas vécu, tu vois. Et du coup, c'est dingue. c'était pas prévu ça. J'avais commencé déjà des ateliers d'écriture et de poésie en prison. Ouais. J'ai vu que voilà, ça apportait quelque chose à mes co-détenus, tu vois. Et puis après là, je travaille avec toute forme de public. Je travaille avec des lycéens, avec des collégiens. Je travaille avec des éducateurs. Je travaille avec des jeunes autistes aussi depuis 2 ans à Marseille. Je travaille avec des jeunes de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Étant passé par là, tu sais que ça a du sens, tu vois. Ouais, bien Quand sûr. j'y retourne, il y a beaucoup d'émotions. Je retourne en prison aussi, depuis 3 ans, je retourne en prison, animer des incroyables. Moi, j'aurais jamais pensé que j'allais retourner t'allais un faire jour ça. en prison. On m'a proposé un jour dans le cadre de la justice restaurative, et puis je me suis dit pourquoi pas. J'étais content d'avoir des ponts entre le dehors et le dedans, et je me suis dit pourquoi pas. Ouais, bah, lui, il se fait entre le dedans et le dehors. Et je me suis dit pourquoi pas, si moi aussi je peux leur apporter quelque chose. Et c'est vrai, ne serait-ce que de l'espérance. Je vais pas pour leur jouer de la flûte, ils le savent parce qu'ils connaissent mon parcours. Bien sûr. Et ils se disent, bah voilà, au contraire, ils sont touchés, tu vois. Ils sont touchés de se dire, putain, mais le mec, il revient, après avoir vécu ce qu'il a vécu, il revient pour nous tendre la main, pour essayer de nous apporter quelque chose, tu vois. En dehors de ça, j'ai toujours une passion pour la poésie. Je continue à écrire. Là, j'ai préparé mon second recueil de poésie. Et je monte sur scène depuis 3 ans, accompagné par un ami au piano, Raphaël Goldman. Ouais. Et j'ai une performance qui s'appelle Dans l'ombre, la lumière. Et là, depuis le 5 janvier, on va jouer le lundi-mardi, tous les lundis-mardis de chaque semaine de janvier à 21h au Théâtre du Chariot. Et puis après aussi en prison, on va jouer à la prison de Nevers aussi le 3 février. Donc voilà, ça fait partie aussi de ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Bon, en tout cas, le Chariot, l'adresse, c'est quoi? C'est dans quel arrondissement de Paris, ça? C'est le 12e. Dans le 12e, Ouais, ok. rue de Montreuil. Rue de Montreuil. Bon, bah écoute, pas de souci. Je mettrai en tout cas le lien pour ceux qui veulent prendre des places. Je mettrai en dessous la vidéo YouTube. Hein, comme ça, c'est très bien. Non, pas de problème. Raled, on va passer à un petit question-réponse. C'est un peu le contrôle technique, on va appeler ça. Alors, est-ce que tu as déjà pensé que tu allais mourir pendant un braquage? Oui. Est-ce que tu as déjà été prête à tuer pour ne pas aller en prison? À couvrir ma fuite. Ok. Est-ce que l'adrénaline d'un braquage te manque encore aujourd'hui? Non. Non, c'est fini. La prison t'a-t-elle rendu plus violent qu'avant? Elle aurait pu me rendre plus violent. Elle aurait pu. Parce que la prison est criminogène. Si c'était à refaire, les braquages, tout ça. Je le referais pas. Ok. As-tu déjà regretté d'avoir tiré sur la police? J'ai tiré, c'était mon instinct de survie. Sans ton enfance violente, serais-tu devenu braqueur? Je crois pas. Est-ce que tu penses que la poésie aujourd'hui a sauvé ta vie? L'écriture, la poésie, oui. Les mots. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, écrire, c'est plus difficile que braquer? Aujourd'hui, mon flingue, c'est mon bic.
Ok. Bon, bah écoute, merci en tout cas, Punchline. c'était une pas mal cette punchline. Ouais.